Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité pour cette vidéo qui du coup ne sera pas une vidéo mais sera un long podcast audio, une longue discussion. J'accueille mon ami Asina que j'ai sollicité pour parler avec lui de Stranger Things pour trois raisons. Alors je vais laisser Asina se présenter. Bonjour Asina. Bonjour à tous, merci Fred de m'accueillir chez toi du coup pour cet enregistrement. Avec Salut. plaisir. Alors, comme Fred l'a déjà dit, je suis scénariste. Je suis l'ami scénariste dont il parle souvent dans ses vidéos. Exactement. Voilà, comme ça vous saurez, vous avez déjà sans doute quelques a priori sur moi, certainement fondés, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, je plaisante. Scénariste, artisan martial, éducateur, bretteur, rimeur, physicien, grand riposteur du tac au tac. Voilà, c'est ainsi que je me présente. Et c'est un plaisir que d'être là avec toi pour parler du coup de notre sujet du jour. Stranger Things. Alors, Asina vous a donné quelques pistes déjà dans sa manière de se présenter, mais je l'ai sélectionné, entre guillemets, pour trois raisons. Donc, pour le dire très brièvement, petit 1, il est scénariste de profession. Donc ça nous donne le petit argument d'autorité sympa qui change des innombrables youtubeurs qui prétendent parler de séries ou de cinéma en ayant pour seule compétence de consommer, bêtement, et de regarder d'autres vlogueurs et d'avoir l'impression d'avoir une culture. Le deuxième élément, c'est qu'il l'a dit, il a une pratique martiale et plus globalement, moi je veux dire qu'il a une vraie pratique de développement personnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup de pratiques physiques, les arts martiaux, tu as fait aussi la méthode Wim Hof, la méthode pour s'acclimater au grand froid ou aux grandes chaleurs d'ailleurs aussi, je crois que ça marche aussi pour le chaud. Moi je l'ai testé pour le chaud, alors Wim Hof lui-même dans ses livres, ses conférences n'en parle pas tellement, mais il dit que effectivement la préparation psychologique et physiologique pour s'acclimater au chaud et au froid peuvent tout à fait advenir de cette méthode. D'où de différentes méthodes d'acclimatation, puisqu'il y en a d'autres. On peut citer le tumo, on peut citer le yoga, il y a le yoga du chaud et le yoga du froid. Voilà, il existe d'autres techniques également. Yes. Donc, pratique physique, pratique psychologique ou recherche psychologique, je sais que tu lis beaucoup de livres, on a un point commun, c'est d'avoir des montagnes de livres qui s'accumulent chez nous, et des listes de lectures sur lesquelles on est toujours en retard. Et par exemple, tu connais Spirodynamics, donc c'est un outil qu'on peut avoir en commun. On peut parler le même langage en matière de métamuétique. Donc, scénariste, pratiquant, réel pratiquant de développement personnel. Et la troisième raison, au-delà du fait qu'on est amis, c'est que tu as littéralement flashé sur Stranger Things quand tu as découvert la série. Et ça nous fait un point de friction, justement, parce que sans détester la série, j'ai vu les 3 saisons, et c'est pour ça qu'on va en parler. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, mais je suis loin d'être aussi enthousiaste que toi, pour des raisons plus psychologiques que cinématographiques, finalement. Oui, alors c'est vrai que c'est l'un de nos rares points de friction, sans doute. Effectivement, j'aime profondément la saga Stranger Things. Tout en voyant les défauts, hein, je ne suis pas aveugle, et qu'ils soient scénaristiques ou même parfois les quelques défauts de mise en scène, surtout dans la saison 3. Mais voilà, moi c'est vrai que Stranger Things, c'est une série que j'adore. C'est une série que je revois beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut, pour que ton auditorat se rende bien compte, j'ai regardé en boucle la saison 1 et la saison 2 tous les jours pendant plusieurs semaines consécutives, à peu près au moment où la saison 2 est sortie. Donc voilà, je connais vraiment pas loin de par cœur les 2 premières saisons. Et la raison pour laquelle j'ai regardé autant, c'est parce que j'adore ça. Effectivement, quand tu me dis, ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là aussi dans ma vie, soyons honnêtes. Mais au-delà de ça, je pense vraiment que c'est une extraordinaire série, pour des raisons qu'on pourra détailler un peu plus tard dans notre conversation. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est quand même l'occasion de constater, pour tous ceux qui ne connaissent pas le milieu des intermittents du spectacle, que, ouais, vous êtes des gros branleurs, parce que pour pouvoir regarder Stranger Things en boucle pendant des jours et des jours, il faut vraiment n'avoir rien à faire. Bon, ça, c'était la petite blagounette. C'est vrai que c'est un des avantages toi, que tu as en tant que scénariste, c'est quand tu regardes des séries, pour parler plus sérieusement, quand tu regardes des séries, tu travailles tout en te distrayant et réciproquement. Oui, c'est parfois difficile de marquer une limite, d'ailleurs, là-dessus.
puisque dans le cadre d'un métier créatif, où quand tu écoutes quelque chose en tant que musicien, quand tu regardes quelque chose en tant que réalisateur, scénariste, monteur, on est souvent tenté de faire des vivisections, et ça peut venir nous gâcher le plaisir réellement. C'est pour ça que j'essaye maintenant d'avoir la discipline de d'abord regarder en tant que spectateur, de trouver mon plaisir de spectateur, et ensuite seulement de me lancer dans une analyse en fait. Mais c'est pour moi, c'est pour ma propre santé mentale finalement que je fais ça. Parce qu'il y a un moment où effectivement, au cours de mes études, où je regardais quelque chose, je ne pouvais pas m'empêcher de l'analyser. Et ça me mettait à distance par rapport aux œuvres. Et ça, c'est se couper d'une partie de l'intérêt d'une œuvre finalement, c'est-à-dire le ressenti qu'elle nous procure. Mais totalement, et c'est un des travers, je pense, de pas mal de youtubeurs ou je vais surtout parler des youtubeurs parce que je ne consulte pas beaucoup de blogs, mais des fois j'ai l'impression que les gens qui font des après-séances, les Durandal et autres youtubeurs qui parlent de cinéma ou même parfois de séries, en fait, quand ils vont regarder l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, en fait, ils sont déjà en train de l'analyser pour savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver à critiquer. Ils sont déjà en train de se dire, en fait, avec justement cette espèce de mise à distance, est-ce que la mise en scène que j'ai sous les yeux est bien? Alors qu'en fait, quand toi, tu es juste un spectateur qui n'a pas une création de contenu derrière, qui va pas faire des vidéos ou je ne sais quoi, tu cherches plutôt en général à t'immerger dans le film, tu vas pas avec une espèce d'adversité préexistante. Ça veut pas dire que tous les films vont te cueillir, il y a des trucs, tu n'arrives pas à rentrer dedans, il y a des scènes qui vont te sortir. Moi, quand j'étais voir Star Wars 8, oui, j'ai eu des gros moments de mise à distance, par exemple avec la scène avec l'inénarrable princesse Leia là, qui fait du Mary Poppins. Mais sinon, c'est pas ton présupposé. Tu vas pour presque, j'ai envie de dire, te diluer, te perdre dans l'œuvre. Et je pense que ça joue beaucoup de tours dans la manière dont les professionnels, entre guillemets, de la critique, enfin, les professionnels de l'avis à chaud, plutôt que de la critique d'ailleurs, et de l'analyse, font leur contenu, parce que du coup, ils y vont déjà sans se mettre justement dans la peau d'un vrai spectateur. Donc en fait, ils n'expérimentent pas le média tel qu'il a été conçu. Parce que le film, il n'est pas conçu pour les critiques, enfin, dans un monde idéal, en tout cas peut-être, il est conçu pour le spectateur, il est conçu pour te mettre en état de suggestion, c'est ce que j'avais expliqué dans ma longue vidéo sur Avengers, avec le sound design, avec tout un tas d'éléments, on va te mettre presque dans un état de transe, on pourrait dire hypnotique, en tout cas de transe tout court, d'état de conscience altéré, et le critique qui va avec ce truc de je vais faire mon travail, en fait il n'est pas dans cet état. Et le deuxième point par rapport à ce que tu disais, sur le fait d'avoir du mal à trouver la limite, c'est aussi un truc effectivement que moi je vis en tant qu'entrepreneur, parce que comme je travaille sur le domaine de la psychologie, en fait toute ma vie est à la fois fusionnée à mon entreprise, et en même temps mes pratiques personnelles, je me demande si elles sont des pratiques professionnelles. Par exemple, quand je vais faire mon footing, je sais que je le fais pour faire baisser mon taux de glucocorticoïdes, je sais que je le fais aussi parce que c'est un moment où mon esprit va divaguer pendant que je cours dans la forêt, et ça va être un moment de créativité, je vais avoir des idées de vidéos, peut-être des idées musicales, mais en fait, du coup, je me dis, est-ce que je suis en train juste de faire du sport, de prendre du plaisir, ou de travailler quand je vais faire mon footing? Donc ce problème de limite, il est effectivement... je pense que c'est le propre des métiers passion, entre guillemets. Je suppose que les gens qui travaillent sur une chaîne de montage dans une entreprise de fabrication automobile n'ont pas ce genre de problème. Effectivement. Après, bon, je pense qu'il y en a qui prennent beaucoup de plaisir à leur métier hein, dans la chaîne de montage automobile. J'espère qu'il y en a qui réussissent à trouver du plaisir quand même là-dedans, pour être honnête. L'une des limites, effectivement, quand on est critique, c'est effectivement cette mise à distance perpétuelle. Et pour les vidéastes sur YouTube ou autres qui veulent faire de la critique, le fait qu'ils ont cette mise à distance, finalement, brouille encore plus les pistes à mes yeux. Je vais m'expliquer. Parfois, les vidéastes, les youtubeurs, donnent l'impression d'être critiques, objectifs, parlant complètement du langage cinématographique, par exemple, toute analyse, alors qu'en fait, ils ne sont que dans la justification de leur ressenti par rapport à tel et tel film, en essayant de trouver les bons ou les mauvais côtés. Et c'est pour ça aussi que c'est assez sain de voir d'abord un film en tant que spectateur, puis ensuite d'essayer de l'analyser. C'est d'être capable finalement de dire « Ok, j'ai adoré ce film, c'est de la merde. » Ouais. Ou l'inverse.
c'est un putain de film, je me suis fait chier comme un rat mort. Il y a des films comme ça où moi-même j'ai ressenti cette expérience, je me dis oh la vache. En sortant de la salle, je me dis oh putain, c'était chiant, c'était génial. C'était les mêmes choses en même temps. Ça, je trouve que le fait d'être capable de dissocier les deux, ça permet justement ça permet de retrouver le plaisir ou le déplaisir de spectateur, tout en étant capable, à côté, de voir les qualités et les défauts, de comprendre les mécaniques. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais regarder un épisode d'Hélène et les garçons en me disant oh la vache, qu'est-ce que c'est mal fait, c'est horrible à regarder. Et en même temps, en tant que scénariste, je peux me dire putain, c'est vraiment con, mais ça s'enchaîne bien, c'est fluide, en termes d'enjeux, en termes de mécanique dramatique, ça s'enchaîne bien, il y a une structure. Et ça, c'est important de savoir faire ça, y compris en tant que scénariste, où quand on travaille sur des œuvres de commande, souvent pas top dans le paysage audiovisuel français, eh bien, il faut être capable de se dire, ok, je fais du bon travail pour une série de merde, ou pour un film de merde, mais je fais du bon travail. Et ce bon travail en question, ça va être justement, moi en tant que scénariste, ça va être sur la mécanique dramatique, la mécanique scénaristique, l'évolution du personnage, le tempo des scènes, effectivement, l'évolution des différentes lignes narratives, comment, pourquoi, à quel moment couper, à quel moment passer à telle scène. Voilà. Ça, même sur des films de merde, sur des séries de merde, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant que scénariste. Et c'est cette mise à distance-là, finalement, que j'ai le plaisir du spectateur d'un côté et l'analyse de l'autre. Ça permet aussi de ne pas me tirer une balle quand je dois écrire sur des épisodes pas fous. On va dire de séries vraiment pas folles non plus. Je ne citerai pas de nom parce que, voilà, je reste quand même, je ne veux me mettre à personne à dos. Hein. Ouais, tu as une carrière à faire pour l'instant dans la francophonie, donc on ne va pas effectivement donner d'exemples trop précis. Mais oui, ce que tu dis me fait penser, là encore, je vais faire une analogie musicale, à l'appauvrissement factuel de la pop musique sur les 15-20 dernières années. C'est quelque chose qui a été mesuré, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, notamment à travers l'exemple du millennial whoop, hein, ce fameux wouh wouh qu'on retrouve décliné avec des notes différentes, mais toujours le même intervalle, la même oscillation entre deux notes dans plein de morceaux de pop. L'appauvrissement, il est factuel, et en même temps, faire une bonne, mauvaise chanson de pop, ça reste une forme d'artisanat, c'est-à-dire que si je mets n'importe qui demain en studio, n'importe quelle chanteuse pour devenir la nouvelle Rihanna, bah ça va pas forcément passer, même avec beaucoup de manipulations numériques derrière pour retoucher son chant, pour retoucher l'instru. Faire du fast-food, en fait, c'est un art, d'une certaine manière. C'est d'ailleurs, Marvel, pour le coup, est un peu l'archétype de ça. C'est-à-dire qu'on peut critiquer Marvel pour plein de raisons, et moi je pense que c'est des films qui sont globalement très pauvres, et qui peut-être font beaucoup de mal, en tout cas sont le symptôme, là encore, de cette espèce d'impasse créative qui va nous ramener à Stranger Things. Mais Marvel a beau être le symptôme de ça, bah, clairement, il y a du savoir-faire derrière, sur comment on fait des histoires qui vendent, comment on market un film, comment on recycle les mêmes thématiques qui ont marché. En fait, c'est du bon marketing, et c'est une forme d'intelligence comme une autre. Du coup, je voudrais qu'on revienne sur Stranger Things, parce que là, on digresse un petit peu. Tu as dit que c'était une série extraordinaire. Tout à fait. Je veux que tu justifies ça, en tout cas que tu argumentes, voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est une série absolument extraordinaire ? Parce que c'est une série qui, quoi qu'on en dise, ne ressemble à aucune autre. Et je vais m'expliquer. Je vais expliquer un peu plus avant. Parce que beaucoup de gens disent de Stranger Things que c'est une grosse repompe de tous les films des années 80 qui ont marqué, notamment les influences avouées étant les Goonies, sur la saison 1, les Goonies, E.T., Carrie, Alien, tout à fait, Jaws, les Dents de la Mer, parce que le monstre, le démon Gorgon, est pensé comme étant un requin hors de l'eau, en fait, qui vient se nourrir, tout simplement. D'ailleurs, la référence aux Dents de la Mer va jusque dans la voiture du chef de la police, qui est à peu près le même modèle, on va dire, que dans Jaws. Il y a même un plan, je crois, avec la voiture qui est le même que dans Jaws. Tout à fait. Et alors, si c'est des grosses copies, des grosses repompes, pourquoi est-ce que c'est extraordinaire ? Eh ben, parce que c'est une des rares séries où il y a étonnamment autant de genres en une seule saison. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'intrigue Goonies,
c'est-à-dire coming of age avec les enfants, d'un côté qui vivent leur propre intrigue, l'intrigue personnelle de la mère de Will, qui donc disparaît dans l'épisode pilote, on est plus dans le thriller psychologique, là, avec son enfant qui disparaît, le monde entier qui la considère comme folle, et en même temps, on a tout un côté science-fiction, avec l'intrigue d'Eleven aussi, qui va se mêler à l'intrigue Goonies, et l'enquête policière qui va se mêler au côté thriller, et en même temps, on va avoir les intrigues amoureuses de Nancy et Steve, la petite sage qui se met avec la star de l'école, qui va permettre un développement de personnage absolument extraordinaire pour Steve et pour Nancy, puisque elle, de cette image un peu pain bêche, à la fin elle devient complètement badass, puisque c'est la seule des personnages non adultes à manier une arme à feu. Bon, de vrai, c'est être compétente avec une arme à feu. C'est vrai. En fait, il y a plein de mélanges des genres qui s'effectuent, 3 grosses lignes narratives, donc d'un côté on a les enfants Eleven, on a l'intrigue de thriller et complotiste en même temps avec la mère Joyce, la mère de Will et Hopper et le centre, et en même temps on a toute l'intrigue à côté avec Nancy, Steve et Jonathan qui est liée, c'est-à-dire essayer de sauver quelqu'un en nuance barbe et en même temps des histoires d'amour qui sont mêlées. Et c'est loin d'être aussi courant que ce qu'on pourrait penser d'avoir autant de genres différents dans une seule série. Le seul point commun de tout ça, c'est un point commun géographique et temporel. C'est la ville de Hawkins, ville fictive, dans l'Indiana, en 1984, dans la première saison. 1983, pardon, 1983. 1984, c'est la deuxième. Donc voilà, c'est parce qu'il y a tous ces genres, mixés de cette manière, qui font sens, qui sont cohérents les uns par rapport aux autres, je pense que c'est une série absolument extraordinaire. Et en plus, comme moi je m'y attarde, il y a aussi ce côté, c'est la première série dramatique que je vois qui mette autant en avant l'amitié. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. Les séries qui tendent à mettre en avant l'amitié, c'est souvent de la sitcom, type Friends, How I Met Your Mother, Cheers, Big Bang Theory. Mais les séries qui mettent autant en avant l'amitié, là pour le coup, c'est avec l'amitié avec les enfants, certes, mais il n'empêche que ça met en avant l'amitié, l'esprit de camaraderie face à l'adversité. Il n'y en a pas tant que ça, parce que sinon ça va rester dans les trucs, il y a beaucoup de séries, y compris en science-fiction, qui vont être sur résolution de mystère, résolution de réussir à sauver le monde, un truc temporel pour Dark par exemple, une série qu'on a beaucoup comparée à Stranger Things au moment de sa sortie, et de séries qui mettent autant en avant cette amitié, tout du moins dans les saisons 1 et 2, je trouve ça rare, et je trouve ça salutaire, et je trouve que là où c'est unique, c'est que c'est la première série avec des enfants en personnages principaux qui ne soit pas d'abord destinée à des enfants. Et pour toutes ces raisons, je considère Stranger Things comme étant extraordinaire. Et là, je suis resté très soft, parce que si tu me lâches sur Stranger Things, toi-même tu sais, je peux parler 4 heures. Mais c'est pour ça que je t'ai invité. En fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur l'amitié, effectivement. Alors, moi, j'ai re-regardé la saison 1 avant qu'on enregistre cette conversation, puisque j'ai vu la saison 1 à peu près à sa sortie. J'ai vu la saison 2 et la saison 3 à leur sortie réciproque. Et donc, je me suis infligé, entre guillemets, la saison 1 à nouveau, parce que je voulais me rafraîchir la mémoire, et j'ai bien fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées. Et c'est là que tu vois l'intérêt aussi de revisionner une œuvre audiovisuelle en général avant d'en parler, avant de la critiquer. C'est le problème aussi des critiques à chaud, et c'est le problème des gens qui essaient de faire des rétrospectives, mais sur la base de leur mémoire, etc. C'est très facile d'oublier beaucoup de choses. Et tu as parfois un souvenir qui est un peu... un souvenir déformé. Alors, c'est pas un faux souvenir, mais on est sur quelque chose d'un peu imprécis. Et par exemple, ce matin, donc avant que tu arrives, j'ai regardé l'avant-dernier épisode de la première saison, celle qui s'appelle, je crois, Le Bain, et qui est donc l'épisode 7. Et il y a la scène de réconciliation, entre guillemets, entre le personnage de Lucas et le personnage de Eleven, et plus globalement entre Lucas et Mike, et on a cette réunification de la bande, justement, et je me suis surpris à être ému. Je dis surpris parce que autant lors de mon premier visionnage, j'étais pris dans la saison parce que je suis un peu quelqu'un qui aime
qui est curieux de savoir la suite des événements. Donc je suis tout à fait capable d'être happé par une série parce que je veux savoir ce qui va se passer. C'est la même chose dans les jeux vidéo, hein. Je fais partie, sans rentrer et sans trancher, le débat narratologue versus ludologue. Donc ceux qui disent que ce qui fait un jeu vidéo, c'est le gameplay, et ceux qui disent que ce qui fait un jeu vidéo, un bon jeu vidéo, c'est le scénario, l'univers étendu, etc., le background, le lore. Bon, dans les jeux vidéo, par exemple, pour ceux qui connaissent Warcraft 3, je prends cet exemple parce qu'en plus il a été réédité en remasterisé il n'y a pas longtemps. Moi j'ai joué à Warcraft 3, surtout pour le plaisir de savoir qu'est-ce qui allait se passer entre les missions et de voir la prochaine cinématique. Je ne suis pas un performeur quand je joue aux jeux vidéo, et d'ailleurs j'ai plus vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo. Donc pour les séries c'est un peu pareil, et à mon premier visionnage de Stranger Things, j'étais évidemment pris, j'étais attaché avec les personnages, j'avais de l'émotion, j'avais de l'empathie. Là quand je l'ai revisionné, justement sur un mode c'est du travail pour moi de le revisionner, j'étais beaucoup plus distant, et il a fallu attendre finalement ce 7e épisode pour que je commence vraiment à être ému, et que j'ai, toute proportion gardée, des micro-larmes aux yeux quand ils se réconcilient, parce que, oui, ça parle, alors là on va peut-être invoquer un peu Sport Dynamics, ça parle aussi à notre violet, c'est-à-dire ce clan, ce groupe, cette tribu fondamentale, cette tribu nucléaire, qui n'est pas forcément la famille d'ailleurs, surtout quand t'es petit, parce que t'as tes amis, enfin petit adolescent, t'as une vie qui se développe hors de la famille, et voir cette réconciliation, voir aussi quelqu'un être capable de reconnaître ses erreurs, parce que Lucas il dit voilà, j'avais tort, j'ai dit que t'étais une traître, etc. Mais en fait c'est pas vrai, j'ai eu tort, je m'excuse, je suis désolé. Eleven qui dit je suis désolé aussi parce que les amis ne mentent pas, et moi j'ai menti en manipulant vos compas quand vous cherchiez le portail, et ainsi de suite. C'était effectivement quelque chose de très émouvant. Et c'est vrai que ce que tu dis sur l'amitié est assez vrai, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on remarque, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ça, justement. Et en fait, effectivement, il y a quelque chose de très, je vais dire régressif, mais c'est pas péjoratif quand je le dis, mais de très archétypal, enfin quelque chose qui nous renvoie justement à nos racines en fait. Quelque chose de très enfantin, n'ayons pas peur du mot. En tout cas, moi, j'en ai pas particulièrement peur, parce que c'est effectivement une série qui, on parlait tout à l'heure d'outils psychologiques, ben, dans la théorie des jeux, c'est quelque chose qui parle à notre enfant intérieur, en fait. Et l'une des grandes références de la série Stranger Things, c'est le cinéma de Spielberg. Spielberg est un maître du conte, et le conte, ça s'adresse au violet, à l'enfant intérieur. Même pour traiter des choses très graves, Spielberg est capable de parler de choses très graves. Je me permets juste de t'interrompre 2 minutes. Tu parlais de théorie des jeux, tu voulais pas dire analyse transactionnelle plutôt ? Si, mes excuses, je confonds effectivement, c'est l'analyse transactionnelle, et je confonds avec le bouquin de théorie des jeux de Berne, si ma mémoire est bonne. Ah, non, Berne, c'est Eric Berne, c'est celui qui a inventé l'analyse transactionnelle. Ouais, mais qui a écrit un bouquin qui s'appelle Des jeux et des hommes. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est pour ça que je confonds. C'est effectivement des jeux et des hommes. Attends, je dois l'avoir dans ma vidéo. Oui, c'est ça, je le vois d'ici. Des jeux et des hommes. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme théorie des jeux. Non, il ne s'agit pas de la théorie des jeux économiques, mais bel et bien de l'analyse transactionnelle. Donc on parle effectivement d'un enfant moi, d'un parent moi et d'un adulte moi. Et donc Stranger Things s'adresse d'abord à l'enfant moi, tout comme Spielberg en fait, quoi qu'il fasse. Et quelque part, tous les récits finalement viennent de l'enfant moi des violets en général. Tu as déjà parlé, si ma mémoire est bonne, du parcours du héros. Ça, c'est quelque chose de typiquement violet aussi. C'est quelque chose typiquement pour l'enfant intérieur. Et la série Stranger Things est basée complètement là-dessus. Je veux dire, il y a de la science-fiction. Il y a un côté magique. La magie, ça vient de là. Le fait que Eleven ait des pouvoirs psychiques, le fait qu'il y ait un monstre qui vienne d'une autre dimension, l'Upside Down, le fait qu'il y ait un monstre, tout simplement, voilà. Tout à fait. Toutes les références. Le fait qu'il y ait des personnages enfants joue aussi, bien sûr. Mais tous ces éléments-là sont celles de la magie. C'est complètement de la magie. Du coup, ça parle à notre enfant intérieur. Et ça y parle d'autant bien que ça va jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça parle des liens, ça parle d'amitié. On a les liens parents-enfants, avec la mère qui est prête à tout pour réussir à sauver son fils. On a le deuil qui est fait pour le personnage de Jim Hopper. Ouais. On a les relations amoureuses qui sont traitées, naissantes du point de vue des enfants. Et comment oh mon Dieu, quand t'es enfant, l'amour, ça vient perturber tes amitiés, ton cercle d'amis et tout. Tes amis sont jaloux aussi et tout, voilà. Chose que j'ai vécue en ce qui me concerne. Ouais.
T'as effectivement tout un côté, j'utilisais le terme de coming of age, c'est exactement ça. Stranger Things est basé sur le coming of age, donc, et le parcours du héros aussi. Est-ce que tu peux développer ce qu'est le coming of age? Alors le coming of age, c'est le passage symbolique de l'enfance à l'adulte. En fait, c'est le moment où symboliquement une personne devient un homme, une femme avec un grand H, un grand F. À l'époque de la création de ce terme, il n'y avait pas encore de grand transgenre. Donc, voilà, donc transgenre avec un grand T. Tout du moins un adulte, un passage de l'enfance à l'adulte. Ce moment, effectivement, où tes émotions sont enfin réglées, tu commences à trouver un sens à ta vie, trouver une direction. Ou tout du moins une direction, pas forcément la signification, mais tout du moins la direction. Donc voilà, le coming of age, c'est ça, c'est ce passage de l'enfance à l'adulte. On pourrait plus aussi tout simplement parler de récit initiatique. Et c'est vrai que la majorité des outils que je lis pour la dramaturgie sont en anglais. Du coup, je suis resté sur coming of age story, effectivement. Tout à fait, il n'y a aucun problème avec les anglicismes tant qu'ils sont explicités, etc. Et oui, tu parlais de récit initiatique, c'est vraiment ça, quand on regarde le parcours de la plupart des personnages, sauf évidemment pour certains adultes, et encore, je dis certains parce que pour Jim Hopper, il a vraiment un arc cathartique, sur lequel on pourrait revenir, parce que c'est assez intéressant sous l'angle de la psychologie. Est-ce que l'arc de Hopper est réaliste? Moi, je trouve qu'il est très réaliste, et c'est une des forces scénaristiques de Stranger Things, dès la saison 1, c'est de poser Hopper comme ce flic qui a perdu sa fille, et du coup, qui va vivre la disparition du petit Will Byers comme le retour, je ne vais pas dire le retour du refoulé, mais comme une forme d'après-coup. Alors, je vais juste expliciter ça brièvement. Vous savez que je ne suis pas du tout fan de psychanalyse, et en particulier pas fan de Sigmund Freud, mais la théorie de l'après-coup, c'est une théorie freudienne qui dit que, pour faire très très simple, un acte n'est pas traumatique. Par exemple, si un petit enfant subit un attouchement une fois, c'est pas traumatique. Je caricature un peu, mais l'idée est quand même là. Par contre, s'il en subit un deuxième, c'est là que ça va devenir vraiment traumatique, parce que ça va faire revenir le premier, qu'il avait peut-être refoulé, qu'il avait peut-être pu gérer, etc. Bon, c'est freudien, donc vous pouvez trouver que c'est un peu bizarre, etc. Mais ce qui est intéressant effectivement avec Hopper, c'est qu'on le présente dès le début de la saison comme luttant contre finalement son processus de deuil à grands coups de narcotisation par les médicaments, etc. Et le fait d'avoir cette mère qui vient le voir en lui disant « mon fils a disparu », lui, évidemment, il a envie au bout d'un certain temps de lui dire « bah, tu es en train de fuir ton deuil, et il faut que tu admettes que voilà, tu verras pas ton fils, il a fugué, il est mort, il est machin, et moi aussi j'ai voulu fuir le deuil, etc. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on comprend pourquoi Hopper réagit comme ça, ça fait revenir des souvenirs extrêmement douloureux, donc ça crée déjà un dispositif dramatique, le simple fait qu'on vienne le solliciter sur ce thème-là. Et comme en plus il y a cette dimension paranormale dans Stranger Things qui fait que de l'extérieur, personne n'a de bonnes raisons de croire Joyce Byers, lui-même n'a pas de raison de la croire, et du coup il va être d'autant plus touché en se disant bah voilà, elle est en train de s'abîmer dans du déni, elle a presque des hallucinations, etc. Et Hopper est un personnage qui est très attachant, et là encore c'est un exemple de qualité effectivement dans l'écriture de cette série, c'est d'avoir eu cet outil scénaristique de dire ok, le flic lui aussi aura perdu un enfant. Parce que du coup, il y a cet effet d'après-coup, cet écho, cette réminiscence du traumatisme qui va arriver. Là où c'est encore mieux joué, c'est que cette information, elle n'arrive pas tout de suite concernant Jim Hopper. C'est vrai? Elle arrive dans l'épisode 1, certes, mais c'est pas la première chose qu'on sait. La première chose qu'on sait, c'est que c'est un flic ronchon qui se drogue, qui arrive au boulot en disant « Mornings are for coffee and contemplation ». Voilà, le matin, c'est fait pour le café et la contemplation. Et il trouve une femme, une mère qui est complètement éplorée, mon enfant a disparu. Alors c'est encore mieux joué, c'est que derrière, du coup il doit parler à des enfants, lui adulte blessé, dont on sait qu'il a fui à Hawkins, c'est quand même assez dit, on sait qu'avant il était dans une grande ville, et qu'il est revenu à Hawkins pour une raison qu'on ne sait pas tout de suite, et qu'on comprend après, donc c'est la mort de sa fille, il a fallu qu'il fuit littéralement son ancienne vie. Et là, on le reconfronte à des enfants. Et le malaise est palpable. Le malaise enfant-adulte est quand même assez palpable dans une scène d'interrogatoire qui est à la fois très drôle,
puisque les enfants Quand tu parles de Mirkwood, exactement font des références à Lord of the Rings un peu partout, et par Nolan, à lui qui essaie de les cadrer, dont on sent qu'il veut absolument cadrer les choses et se barrer de là, et dans le même temps, il a quand même envie de faire son job, parce que bon, il y a un enfant qui a disparu, pour de vrai. Et pour ça, on comprend après pourquoi ça résonne encore plus en lui. Mais quand, en plus, on le met, lui, avec deux autres agents complètement incompétents, enfin, c'est pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'on les voit jamais compétents. Et les seules fois où on les voit, ils sont un peu rabaissés sans arrêt. Lui, on voit qu'il fait un travail d'enquêteur sérieux. Il demande, ok, on va organiser un cordon de recherche, on fait appel à des volontaires, il fait les choses sérieusement, même s'il est rechigne. On commence à s'attacher à lui pour ça. Et puis après, pof, dans le même épisode, on apprend, enfin lui, il parle de sa fille au professeur de sciences, alors qu'ils font les recherches. Il dit pas que sa fille est morte, c'est quelqu'un d'autre qui lui dit. Et c'est là on comprend tout, mine de rien. C'est le fait qu'ils le disent pas, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui donne l'information, que c'est encore très pesant pour lui. Que du coup, le deuil n'est pas fait. C'est ce genre de soin à l'écriture qui est apporté sur les 2 premières saisons et une bonne partie de la saison 3, qui font que voilà, je continue de prendre du plaisir à voir cette série et à l'analyser. Il y a tout un tas de personnages comme ça aussi. Joyce, la mère de Will, on compose un peu comme hystérique, créée et hurlée de partout. Et dans le même temps, de manière, comment dirais-je, non explicite, de manière implicite, elle est aussi déjà posée comme une battante dès le départ. Parce que ça reste la mère divorcée dans les années 80, dans une petite ville, qui doit, avec un boulot, réussir à faire subvenir ses 2 enfants. Et dont on sait qu'elle travaille énormément, etc., etc. C'est pas un personnage qui est posé comme étant passif et tout, c'est quelqu'un qui, dès le départ, est déjà dans une forme d'action. On comprend qu'elle fait ça pour sa famille, pour l'enfant, qui a un moteur. Ça qui est terrible, c'est que c'est, mine de rien, la première saison, sur plein de trucs, elle est très subtile dans son écriture. Elle est très subtile, et je suis parti sur Hopper quand on parlait de récit initiatique, mais je savais pas que l'expression anglaise était coming of age, et c'est effectivement intéressant de voir que le fil rouge, c'est quand même les enfants, même si après on a ce système de narration en chorale avec le Hopper et Joyce, et puis Nancy et Steve, et puis Nancy et Jonathan. Bref, on a les enfants, les ados et les adultes. Chacun dans sa propre ligne narrative et chacun dans son genre. Voilà, qui vont tous évoluer, etc. Alors, je sais pas si c'était une volonté aussi pour ratisser large, pour que des gens différents, des spectateurs différents puissent s'identifier, parce que peut-être que certains vont plus raccrocher avec l'intrigue de Nancy, avec son arc narratif à elle, d'autres plus avec Hopper, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a pas mal d'adultes dysfonctionnels dans cette narration, qui sont souvent des hommes, j'ai l'impression. D'ailleurs, on a les 2 flics incompétents. Là, en particulier, celui qui s'appelle Callahan. Alors, je sais pas si c'est une référence à l'inspecteur Harry, d'ailleurs, pas très subtil si c'est le cas. On a le mari Wheeler, donc le père de Nancy et Mike, qui est présenté comme une espèce de rien, en fait. C'est-à-dire qu'on comprend que le mec, il a juste un bon métier, il gagne bien sa vie, mais il a 2 tensions, il a toujours un train de retard sur tout, il est incompétent dans tout. Il y a même un moment, lorsque on croit que le petit bailleur est vraiment décédé, où il demande à son épouse s'il doit aller parler à Mike. C'est-à-dire que tu dis, le mec a besoin de demander à son épouse si c'est le moment d'aller parler à son fils. Peut-être que tu n'as pas besoin de consulter ton épouse. Peut-être que si tu étais un père un peu plus compétent, tu irais lui parler. Ou voilà, il est vraiment dépeint un peu comme une sorte de Homer Simpson, mais sans les qualités d'Homer Simpson, quoi. Sans en plus le côté bon enfant, enthousiaste, spontané. On a ça, on a l'ex-mari de Joyce, justement, qui est dépeint vraiment comme un personnage, j'ai presque envie de dire très sombre, parce qu'on comprend d'abord qu'il est pas très bienveillant avec ses enfants, qu'il s'occupe pas trop d'eux, etc. Il y a un petit côté un peu... pas crise de la quarantaine, mais quand elle l'appelle, elle dit « Ah ouais, mais la fille qui a décroché, elle avait l'air d'être une adolescente, en gros, tu te tapes des jeunettes, etc. » Donc c'est un peu la caricature de l'homme qui a quitté sa femme pour une plus jeune. Et puis quand il revient, et qu'il a l'air détaché, mais alors presque dans le bon sens du terme, pour l'enterrement de Will, on se dit « Ah bah, finalement, il a quand même la tête sur les épaules un peu, il vient un petit peu mettre de l'ordre. » Bon, il fait une séance de paternalisation à Jonathan, lui disant d'enlever son affiche de Evil Dead, en disant « It's inappropriate ». Et en fait, tu t'aperçois qu'il est venu parce que comme le cadavre de son fils a été retrouvé dans une carrière, il compte faire un procès à l'entreprise qui a la carrière pour gagner de l'argent, quoi. Et c'est là où Joyce le met dehors. Donc, il n'y a rien pour le rattraper, finalement, ce mec-là. Il y a, je trouve, assez peu
et c'est encore plus flagrant, je trouve, dans la saison 3. En gros, le seul adulte masculin fonctionnel, c'est Jim Hopper. Enfin, fonctionnel, c'est un grand mot, puisque dans la saison 2, on voit qu'il a un problème de lâcher prise sur Eleven et qu'en fait, il la séquestre presque, d'ailleurs. Et c'est rejoué un petit peu, effectivement, dans la saison 3, mais en moins profond, quoi. C'est un peu plus superficiel, puisque c'est autour des premières amourettes, etc. Alors que dans la saison 2, il y a vraiment le côté... je projette ma fille décédée sur toi, et donc je te surprotège, et je t'empêche de vivre, et je t'empêche de grandir, etc. Malgré ça, il a quand même plein de côtés attachants, et il arrive à faire avancer l'enquête, il frappe les méchants, il gagne des combats, il est super résistant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, et je sais pas si tu as remarqué ça, mais en fait, il a un timbre de voix, je parle évidemment de la version originale, il a un timbre de voix assez proche de celui de Harrison Ford. En tout cas, Harrison Ford jeune, enfin non, parce que du coup la voix de Ford s'est un peu aggravée avec le temps. Je ne sais pas si ça a joué dans le casting, si c'était un truc inconscient chez les frères Duffer, mais tu dis, il a un tout petit côté voix de Han Solo finalement, potentiellement. La comparaison avec Harrison Ford concernant David Harbour a été faite au cours du casting, moi par les personnes responsables de casting. En l'occurrence Carmen Cuba, Sean Levy le producteur, et donc les frères Duffer. Je vais revenir à rebours. Hein. Ouais, je t'en prie. Concernant, donc ça c'est un fait. Effectivement, quelque part, Hopper est un peu le seul adulte, entre guillemets, fonctionnel. Entre guillemets. Il est adulte mâle, puisqu'il y a quand même d'autres, effectivement, des personnages féminins. Mais qui, dans les 2 premières saisons, sont un peu posés ça et là, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas vraiment dans la profondeur, mis à part pour Nancy, mais Nancy n'est pas encore une adulte, au moment où nous l'apprenons. C'est quand même aussi un peu oublié le professeur de sciences, quand même. Hein. J'allais venir. Qui est quand même la figure, une figure parentale ludique, fort sympathique, c'est là aussi, c'est pas mal. Là, c'est pas un talent d'écriture, mais c'est un talent de mise en scène et de réalisation et de direction d'acteur. Un personnage qui aurait pu être complètement oubliable devient très très attachant aussi, parce que c'est un personnage qui est juste là et qui a l'air d'être passionné, en fait, finalement, par ce qu'il fait, par la transmission du savoir. Mais le fait que tu aies autant d'adultes dysfonctionnels, ça me fait... je pense que c'est volontaire au sein de l'arène, à la fois donc, géographique, temporelle et symbolique, parce que c'est aussi une... alors là, c'est pas que moi qui argote, hein, les frères Duffer l'ont admis au cours d'une de leurs interviews. D'accord. Il y a ils considèrent qu'il y a un profond malaise dans les années 80 et qu'on peut voir déjà dans les films des années 80, en fait, en un sens sous-tendu, et qui vient entre autres, pas que, mais entre autres, de la grande menace rouge, la grande menace des Russes, qui est là, sous-jacente, tapis, etc., qui était sans arrêt rebattue dans les médias à l'époque, et qui avait ce côté... Tout le monde mène une petite vie normale, pépère et tout, mais on est peut-être tous sur le point de crever à cause de la bombe atomique, on sait pas, et qui a un côté comme ça très dissonant, qui est plus visible d'ailleurs dans certains films d'horreur, et je pense notamment à une autre référence des Duffer assumée, le film Halloween, le premier Halloween de Park Carpenter. On se rappelle de cette scène quand même où tu as une adolescente qui, dans un quartier très résidentiel, vient taper à toutes les portes pour essayer de se faire « à l'aide, quelqu'un vient me tuer », personne ne bronche. Et c'est ce côté dysfonctionnel-là, en fait, qu'ils ont voulu remettre dans la série, dans l'arène, pour le coup, Stranger Things. Je vais expliciter un tout petit peu la notion d'arène d'un point de vue dramatique, d'un point de vue dramaturgique. Une arène, c'est le lieu, d'abord, c'est le lieu du combat, du conflit, où... une arène, c'est ça, au départ. Pardon, c'est moi. Je reprends. Je t'en prie. Une arène, au départ, c'est donc le lieu d'un conflit, normalement. Au sens dramatique, dramaturgique, c'est la même chose, c'est le lieu où les conflits vont se jouer. Pour une série policière, ça va être le commissariat. C'est là où on va faire avouer, c'est là où les conflits reviennent sans arrêt. Dans une série médicale, ça va être l'hôpital. C'est un peu comme une scène de théâtre en fait. C'est ça. Qui n'aurait qu'un seul décor. C'est l'univers en général. Ça peut avoir plusieurs décors, mais effectivement, c'est là où les conflits vont arriver. C'est un endroit qui va attirer naturellement les conflits. L'arène peut aussi être purement thématique ou symbolique. Enfin, ça peut être très grand. Dans The Wire, par exemple, c'est la ville de Baltimore dans son ensemble. L'arène. D'abord, on commence par un quartier, et puis au fur et à mesure des saisons, on passe à d'autres quartiers pour comprendre qu'en fait, c'est Baltimore, et en fait, par là, les États-Unis d'Amérique qu'on est en train de rejouer au sein de Baltimore.
L'arène peut aussi être, c'est-à-dire donc le lieu des conflits peut être aussi strictement symbolique. C'est pas un seul lieu, ça peut être une ville en entier, ou dans le cas de Stranger Things, ça peut être donc la ville de Hawkins, qui là sert de symbole à plein de genres en même temps, les genres horrifiques et thrillers, le genre d'enquête et le genre Goonies, Stand By Me, effectivement avec tous ces récits initiatiques qui attirent à lui. Et pour ça, pour qu'il y ait du conflit, il faut qu'il y ait quelque chose de dysfonctionnel dans un récit. Ouais. S'il n'y a pas de... On part du principe que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Voilà, c'est un proverbe un peu cruel, mais qui, pour la majorité de ceux qui travaillent dans la fiction, se vérifie. C'est-à-dire dramaturgie, donc l'art d'écrire des histoires, drama c'est le conflit. Donc il s'agit de la dramaturgie, c'est l'art de structurer les conflits. Il faut qu'il y ait du conflit. Et si t'as pas quelque chose de dysfonctionnel à un moment ou à un autre, t'as pas de conflit. Là, les Duffer, ils ont construit leur monde avec effectivement des adultes dysfonctionnels parce qu'ils considéraient que les années 80, ils considéraient que leur enfance avait quelque chose de dysfonctionnel. Les Duffer ont grandi dans les années 80, ils considéraient qu'ils ont ressenti, ils le disent en interview, ils ont ressenti ce décalage, notamment politique, en fait, entre le fait, oui, tout va bien, etc., très enfantin, et en même temps, dans la... comment dire, et en même temps, ce côté, bah, il y a les grandes menaces rouges, on peut tous mourir sans arrêt. Et c'est ce côté dysfonctionnel qu'ils ont voulu mettre en lien. Ça se voit par les adultes, effectivement, qui sont tous plus ou moins blessés ou plus ou moins incompétents. Après, c'est aussi pour des effets comiques qui sont incompétents, notamment le père de Mike. Alors le père de Mike, oui, c'est un comic relief, ce qui est aussi le cas d'ailleurs du professeur de sciences, alors qui est traité avec beaucoup plus de bienveillance, mais qui est aussi un petit côté comique. Là, dans la saison 3. Alors, dans la saison 3, il y a cette scène où il est avec des chaussettes et des tongs en train d'écouter une chanson Ma Bologna, je sais plus qui est l'auteur de cette chanson, peu importe. Et en fait, même dans la saison 1, quand on l'appelle pour faire ce tank, cette piscine d'isolation pour Eleven, il est à un rendez-vous galant avec une charmante jeune femme, dont on se demande d'ailleurs où il l'a rencontrée, parce que on se dit, ils sont en train de regarder The Thing, et j'oublie toujours, Dustin qui l'appelle, et qui commence à lui poser des questions, et alors c'est très drôle, parce que Dustin est pas hyper à l'aise sur la manière de poser des questions, puis après il trouve justement un levier de manipulation psychologique en lui disant « Mais vous nous encouragez à aller vers la science, à ouvrir la porte de la curiosité, là vous maintenez cette curiosité fermée. » Bon, c'est hyper second degré, c'est très lyrique. Donc c'est un comic relief aussi, mais effectivement, avec Hopper, je pense que c'est le seul adulte de sexe masculin, en tout cas, qui est présenté comme étant positif. Non, je dois t'interrompre là parce qu'il y a un personnage qu'on oublie souvent sur les fandoms, que les gens en commentaire, sur les forums, sur les vidéos YouTube oublient souvent. Il y a un autre adulte positif qui est montré, et il se fait tuer. Benny, celui qui recueille Eleven. Oui, tout à fait. Et qui est quand même là où t'as énormément de gens qui disent pourquoi est-ce que Barbara est morte, c'était une fille bien et tout. Oui, il y a quand même un gars bien qui voit... qui a un diner, qui voit un enfant à trouver et qui fait les choses correctement et qui se fait tuer pour ça. C'est parce que les gens qui posent cette question sont dans le gynocentrisme absolu. Mais voilà, ça. Il y a d'autres adultes fonctionnels, c'est juste qu'ils sont pas montrés pour les besoins scénaristiques en fait. C'est aussi ça qui est sous-entendu. Et ça rejoint l'idée de récit initiatique parce qu'en fait, je souligne le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes fonctionnels. Surtout dans la saison 3, ça m'a encore plus frappé, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Hopper est un peu... il perd un peu de sa gravité, de sa profondeur dans la saison 3. Mais bon, la saison 3 a beaucoup de défauts qui sont une des choses qui m'ont donné envie de faire un épisode pour parler Stranger Things, parce que pour moi, la saison 3 est vraiment une espèce d'impasse mémétique. C'est un peu... voilà. Mais en gros, le fait qu'il y ait des adultes dysfonctionnels et qu'on suive à la base des enfants qui vont être confrontés à des vrais problèmes, c'est aussi le moteur de cet aspect initiatique, puisqu'en fait, si tu prends le premier épisode, quand on découvre les enfants, ils sont en train de jouer à Donjons et Dragons. Il me semble que c'est leur scène d'exposition. Tout à fait. Voilà. Et donc ils combattent le fameux Démogorgon, etc. Et ce sont donc des enfants qui vivent des histoires imaginaires, avec des dangers imaginaires, et qui passent un bon moment, et à la fin, tout le monde rentre chez soi. Et à partir du moment où Will va être kidnappé, enfin va aller dans l'Upside Down, fuir une créature, où va y avoir cette disparition, tous ces événements où les enfants vont découvrir Eleven, qui a des pouvoirs, etc. Et ils vont découvrir qu'il y a des bad men qui veulent la récupérer, etc. En fait, c'est ça qui fait que c'est un passage aussi vers l'âge adulte, c'est que les problèmes deviennent réels. On quitte Donjons et Dragons et les lancers de dés
pour découvrir que les adultes sont parfois incompétents pour gérer des situations. Et ça aussi, c'est un processus qui fait partie de comment un jeune individu va devenir adulte, c'est en comprenant les limites de ses parents. Alors ça commence souvent à l'adolescence, mais à l'adolescence c'est amplifié par le côté je veux m'émanciper, je veux avoir mon propre univers parce que je suis en train de devenir justement un individu distinct et tous les interdits, toute la discipline que mes parents essayent plus ou moins de me mettre selon les familles, c'est quelque chose qui est exaspérant, indépendamment de leurs limites d'adulte. Déjà la contrainte est exaspérante, mais en continuant de grandir, tu découvres que tes parents, c'était pas les espèces de divinités ou d'êtres humains tout-puissants que tu imaginais quand t'es petit. Quand t'es petit et que tu fais des cauchemars ou que t'as peur du croque-mitaine, tu appelles ton père ou ta mère à ton lit, et puis il vient te voir et ça te réconforte, et voilà. Là, justement, quand tu grandis, tu découvres que ton père ou ta mère, il va peut-être avoir un cancer, que tes parents vont peut-être divorcer, que... Alors, ceci dit, là, je parle de ça, je mets de côté tous les enfants qui ont subi des enfances dysfonctionnelles avec des parents violents, etc. Il y en a qui, malheureusement, découvrent ça beaucoup plus tôt. Mais on va dire que si tu as eu la chance de ne pas être battu par tes parents, de ne pas avoir des gros problèmes, des trucs horribles dans ta jeunesse, tu grandis dans un monde où, limite, le plus gros problème que tu rencontres, c'est les fameux... On n'a pas de mot français pour ça, les fameux bullies de la cour de récréation. Donc les mecs un peu... On dirait à l'heure actuelle les harceleurs scolaires. Oui, on dirait les harceleurs aujourd'hui. Harceleurs scolaires. Ouais. C'est puisque le terme bullying à l'heure actuelle est traduit comme étant du harcèlement scolaire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de vrais mots pour ça en France. J'ai travaillé pas mal en tant qu'éducateur, et y compris à l'international en Finlande. Et du coup, parfois, ça rend les discussions internationales un peu compliquées. Hein, voilà. Il y a des concepts qui existent dans certaines langues et qui n'existent pas en français, et vice-versa. Ouais. Voilà, petite parenthèse. Et tu disais d'ailleurs, est-ce que les bullies se comportent vraiment comme ça dans la vraie vie? Ouais, on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. Dans plein de films et de séries, les bullies se comportent de manière extrêmement exagérée mais pour la caméra. Je veux dire, les harceleurs scolaires, ils vont... Enfin, s'ils sont pas trop bêtes, ils vont attendre que leur victime soit justement à l'écart. Ils vont pas faire ça au beau milieu du couloir de l'école pour renforcer le sentiment de solitude du personnage. Parce que c'est ça qui se passe dans les personnages de bullies. Quand un personnage subit du harcèlement scolaire sur la caméra, sous l'œil de la caméra, c'est pour des effets symboliques. C'est pour montrer concrètement et visuellement ce que vit psychologiquement le personnage. Le fait qu'un personnage se sente seul, tu filmes ça comment? Tu le filmes dans l'indifférence générale alors qu'il vient de se faire taper dessus par le bully du lycée ou du collège. Pour avoir roulé pas mal ma bosse dans l'éducation aussi, ça se fait généralement pas aux yeux de tous, ce genre de harcèlement, ça se fait vraiment à l'écart, le prends dans les toilettes, exactement, tu le prends dans un coin, etc., etc. Tu fais passer au beau milieu de tout le monde. Voilà. Après, le fait qu'il y ait des harceleurs scolaires qui peuvent se montrer très violents, ça bien sûr, c'est une réalité. C'est la manière dont c'est montré, encore une fois. On est dans la fiction, notre but c'est de montrer et transmettre des informations aux spectateurs, informations pour que derrière ils ressentent des émotions. En fait, dans l'écriture, dans la narration audiovisuelle, tu travailles forcément avec du symbolique. Je parlais un peu plus tôt, donc je précise, on part du principe que vous avez vu au moins la première saison Stranger Things, si vous suivez ce podcast, sinon ça serait un peu étrange. Non pas pour le risque de spoiler, mais tout simplement parce qu'il y a des scènes très précises qu'on va évoquer. Je pense donc... Là encore, épisodes 6 et 7, lorsque le personnage de Steve Harrington, avec ses amis, qui sont un peu des bullies, enfin, c'est même pas tant des bullies, à part envers le personnage de Jonathan, mais c'est plutôt des étudiants, enfin des lycéens qui n'ont pas trop d'avenir. Ça, on comprend qu'ils aiment bien boire des bières, faire la fête, ils sont pas très responsables, c'est pas des bons élèves, ils sont peut-être bons en sport, mais ça s'arrête là. Et ils vont pas aller très loin. Et donc, ils ont tagué dans la ville de Hawkins Nancy la slotte, Nancy la salope, par jalousie, parce qu'ils l'ont vu avec Jonathan, enfin, ils ont vu Jonathan Byers chez elle. Et en fait, après s'être pris quelques patates de la part de Jonathan, et puis s'être disputé avec ses camarades un peu bas du front, Steve va voir le monsieur du cinéma qui est en train de nettoyer le tag, et lui dit hey, « Est-ce que je peux vous aider ?» Le mec lui dit « Ah, mais t'as quelque chose à voir avec ce tag ?» Et il lui dit « Non, non, mais je veux juste t'aider. Ok, bah vas-y, prends ton chiffon et essuie. » Alors ça, c'est des très belles scènes
Et c'est un exemple pardon, de scène, là tiré de Stranger Things, mais t'as ça dans plein de films ou dans plein de séries, ces scènes un petit peu joyeux Noël. Moi j'appelle ça les scènes joyeux Noël, tu vois, où il y a de la solidarité, il y a telle personne qui fait une belle action pour son voisin, pour un mec dans la rue, etc. Ce genre de petit retournement de situation. Et en fait, ça arrive pas exactement comme ça dans la vraie vie. Je dis pas que personne n'a jamais de bonne intention, mais on voit qu'on est justement sur du symbole en fait. Un peu comme une parabole biblique avec le bon samaritain ou quelque chose comme ça. Bah, si tu pousses la définition de symbole comme signe de représentation pour quelque chose, bon, déjà quand on parle, on utilise des symboles. Enfin, quand on écrit, on utilise des symboles. Le langage est un symbole. Le langage est un symbole et le cinéma et les séries, c'est plusieurs langages en un. Il y a le langage visuel, il y a le langage donc dramatique, dramaturgique. Donc oui, nous on est constamment dans du symbolique quand on fait des séries, quand on fait des films, quand on écrit. On est sans arrêt dans l'idée que, en tant que scénariste et en tant que réalisateur, ce qu'on fait va être vu. Et on veut que ce qui soit vu d'une certaine manière. C'est-à-dire on veut véhiculer telle information, on veut véhiculer telle émotion, on veut véhiculer tel ressenti, etc. C'est sans arrêt ça. Hein. Donc du coup, oui, on est constamment dans du symbolique, plus ou moins évident. Par exemple, on l'a tous vu, cette scène de l'enterrement sous la pluie, avec les parapluies, blablabla. Blablabla. Bon, dans la majorité des enterrements que je fais dans ma vie, il n'a pas plu une goutte. Voilà, c'est très clair. Mais il n'empêche, voilà, il est triste. Encore une fois, on s'en est dans le symbolique. On est en violet. On s'adresse au violet, du coup, voilà, le ciel pleure, comme, voilà, c'est la même idée. Et puis, c'est une manière de manipuler le spectateur, parce que ce que tu dis, ouais, quand tu parles de l'enterrement avec les parapluies, moi j'ai pensé à Spider-Man, au premier Spider-Man de Sam Raimi, l'enterrement de l'oncle Ben, je crois, qui se fait sous le... Voilà. Et je me demande si on ne retrouve pas la même chose d'ailleurs avec l'enterrement dans l'épisode 3 du fils Osborn, mais j'ai un doute. Toujours est-il que cette scène est effectivement archétypale, et si le film n'a pas réussi à te prendre avec lui, et que tu n'es pas vraiment immergé dans ton état de conscience altérée, tu vas tiquer à ce moment-là en disant, bah disons quand même, quel cliché. Et au-delà de la symbolique du ciel qui pleure, il y a cette idée que le soleil, le beau temps étant assimilé à la joie, en général, dans la plupart des cultures, le beau temps, c'est pas un problème, quoi. Si tu montres un enterrement où il fait beau, ça crée une dissonance cognitive, en fait. Donc finalement, peut-être que c'est un problème avec la narration du visuel, c'est que tu es prisonnier aussi de ce qui est déjà une sorte de norme symbolique, en fait. Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, dans Stranger Things, dans la saison 1, la scène d'enterrement a lieu en plein soleil. Parce que c'est un faux enterrement. Parce que c'est un faux enterrement. Même si on peut voir de la vraie tristesse dans les visages des parents qui sont là autour, mais il n'empêche que ça reste un faux enterrement. Donc c'est sans doute une des raisons qui ont fait que voilà, c'est un enterrement au soleil, alors que bon, entre guillemets, tout appelait pour que voilà, il y ait de la pluie, que ce soit maussade, etc. Mais c'est un faux enterrement qui est en train de se dérouler. C'est pas le vrai corps de Will qui est enterré à ce moment-là, donc voilà. Excuse-moi, je relis mes notes, parce que je prends des notes en même temps que je fais ce petit podcast, cet entretien avec toi. Tu parlais à un moment des différents âges, des différents groupes, en fait, au sein de Stranger Things. Tu demandais si c'était une volonté de ratisser large. Je vais répondre tout de suite, non, c'est pas une volonté de ratisser large, c'était juste une volonté de la part des Duffer de mettre en scène des enfants pour rendre hommage et faire comme dans les films qu'ils ont vus quand ils étaient petits. C'est parce que c'est en voyant ces films qu'ils ont envie de devenir tout simplement réalisateurs derrière. Et c'est une des choses qui ont fait que Stranger Things ne pouvait pas avoir lieu ailleurs que sur Netflix. C'est parce que toutes les autres boîtes de prod et autres chaînes vers lesquelles ils sont allés, ils voyaient des enfants et ils disent « Ah, donc il faut faire ça pour les enfants ». Non. Dans ce cas, il faut que les personnages principaux soient adultes. Non plus. Ok, en fait. d'accord. Il y avait cette idée-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a différents groupes d'âge. En fait, c'est aussi en fonction des différentes références, des différents films qu'ils ont eux-mêmes fait à partir de l'enfance, puis qu'ils ont commencé à réaliser quand ils avaient 11-12 ans avec leur caméra, le VHS, etc., etc. Ils ont commencé à faire leur propre truc. Et puis, non, il y avait une volonté dès le départ de mettre en scène les enfants, effectivement de les mettre en danger. Parce que c'est vrai que, étonnamment, on est dans de nos jours, dans un élan où on dit non, les enfants, s'il y a des enfants, faut pas les mettre trop en danger et tout, machin.
pour avoir travaillé dans des dessins animés, un peu pour continuer à travailler dans des dessins animés à l'heure actuelle, je confirme que ouais, non, il faut pas qu'il soit trop en danger pour tel et tel truc. Alors que, moi j'ai vu l'adaptation franco-japonaise, un animé franco-japonais de Rémi sans famille, ben ça fait pas plaisir quoi, tu vois, c'est pour ceux qui ont vu, on parlait d'Irlanda, pardon, mais pour ceux qui ont vu voilà l'épisode de Joueur du Grenier là-dessus, mais sur les dessins animés de son enfance, Ah oui. il y avait effectivement Avec Rémi. Princesse Sarah. Exactement, non, non, les enfants ils morflaient grave avant, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrête de dire, mais non, non, maintenant on va les surprotéger et Alors, tout machin. il y a Bon, une bref. explication à ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça me permet de citer un psychologue, Jonathan Haidt, dont vous connaissez peut-être le travail grâce à la chaîne Science for All, puisque Haidt fait partie des chercheurs qui sont cités par pour parler de hooliganisme politique. Et en fait, le dernier livre de Jonathan Haidt, qui n'est disponible qu'en anglais à l'heure actuelle, s'appelle The Coddling of America, ou The Coddling of the American Mind. Et en fait, coddling, donc ça veut dire le chouchoutage, hein, si on traduit grosso modo. Et c'est un livre où il parle des effets néfastes de la surprotection. Et si vous êtes anglophone mais que vous n'avez pas le temps de lire, je vous renvoie à son passage chez Joe Rogan, parce que c'est vraiment une interview incroyable, où il raconte des choses. Par exemple, il explique qu'aujourd'hui, dans les petites écoles états-uniennes, les enfants n'ont plus le droit d'avoir un meilleur ami, parce que si tu as un meilleur ami, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie et que les autres sont moins tes amis. Et donc ça, c'est blessant pour les autres enfants. Donc tu peux plus avoir un meilleur ami ou une meilleure amie, parce que tu te rends compte, tu exclus les autres qui sont pas au même niveau d'amitié. Alors, dit comme ça, je sais que ça paraît difficile à croire, hein. Moi, si c'était pas Jonathan Haidt qui me l'avait raconté, je serais en train de me dire, non mais ça c'est des affabulations de droitards qui se moquent du politiquement correct américain. Mais non, apparemment, c'est quelque chose qui a lieu dans certaines écoles. Alors, c'est peut-être pas dans tous les États américains, parce que les cultures sont très différentes entre les États. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça au Texas. Mais, toujours est-il qu'il y a ce phénomène d'hyperprotection, et il explique que, sur le plan même physique, ça a des répercussions, parce que dès qu'on parle de psychologie, le problème c'est que pour certaines personnes, ça paraît éthéré, les choses paraissent difficilement mesurables, mais il prend l'exemple des allergies alimentaires, et il explique qu'en fait, il y a des études qui ont été faites où tu compares les réactions de deux groupes de femmes enceintes et de jeunes mamans. Un groupe qui a obligation de manger des fruits à coque sur une base régulière, et l'autre qui a interdiction de manger des fruits à coque parce que c'est un allergène. Et on s'aperçoit que les enfants dont les parents ne consommaient pas, enfin dont la mère ne consommait pas de fruits à coque, sont plus allergiques aux fruits à coque. Donc il y a cette idée d'exposition, de mitrification, comme disait Quentin dans son interview, Quentin de la chaîne Alt 236. Il parlait de son rapport à la peur, à l'horreur. Il disait, je fais de la mitrification, c'est-à-dire que je m'expose au danger, au poison pour mieux lui résister. Et en fait, il semblerait que la culture un peu post-Dolto, l'enfant est une personne, donc l'enfant est sensible, donc l'enfant est fragile et il faut le protéger. Là, je fais un peu dire à Dotto ce qu'elle n'a pas dit exactement, hein, je caricature. Mais ce côté très droit de l'hommiste, entre guillemets, on se soucie de la personne, la recherche du bien-être, les safe space, etc. Je pense que ça explique pourquoi tu me dis que maintenant, on te dit attention, les enfants, faut pas les soumettre à des trucs horribles. Je pense que c'est dans l'air du temps. C'est là encore c'est l'expression du métasystème vert en sport dynamics, je pense, et des mauvais côtés de vert, en fait, de Oui, ses limites. d'un verre mal compris aussi par des gens qui n'ont pas forcément accès au VM vert, du coup, au FS vert. Parce que c'est très... Bah oui, je pense vraiment que c'est dommageable. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que Stranger Things aussi est une extraordinaire série, c'est parce que oui, c'est la seule série où tu mets autant les enfants en danger. Une série live action, je précise, c'est-à-dire une série qui ne soit pas en animation. Parce que dans les animés japonais, non, les enfants, ils en ont rien à faire, hein. C'est genre en mode, oui, on va te larguer sur une île avec des monstres et tout, et tu vas revenir avec un badge de Hunter, il n'y a pas de problème. Voilà, Hunter x Hunter, hein, pour ceux qui voient. Anto Toyobu. Alors c'est vrai que là-dessus, la créativité japonaise est... Enfin voilà, on va même pas rentrer dans les comparaisons, parce que ça va être compliqué. Mais oui, c'est une raison il y a plus de profondeur dans Assassination Classroom que dans à peu près 10 ans de blockbuster américain et 15 ans de Marvel, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que quelque chose comme Stranger Things est pour moi le bienvenu dans
l'industrie hollywoodienne, puisque Netflix fait partie de l'industrie hollywoodienne quand même, hein, ne nous leurrons pas. Ce qu'on appelle l'industrie hollywoodienne, c'est-à-dire plutôt occidentalo-centré. Parce que on rappelle que Sony, un des plus gros majors, c'est quand même une marque japonaise au départ. Hein. Ouais. Voilà. Donc quand on dit oui, les Américains qui envahissent notre culture, etc. Oui, non, il n'y a pas que les Américains, il y a aussi effectivement plein de groupes internationaux. C'est juste que Sony fait attention à produire du contenu qui brosse, entre guillemets, le public dans le sens du poil. Après, Tout à fait. c'est une question d'intelligence marketing et commerciale. C'est intéressant parce que tu me fais voir des choses sur Stranger Things que j'avais pas forcément vues. Par exemple, cette histoire de mettre à ce point-là les enfants en danger. Alors c'est peut-être aussi parce que je consomme moyennement, enfin j'y vais mollo sur ma consommation de création de visuels récentes. Donc peut-être que je me rends pas compte que c'est à ce point-là rare, etc. Et c'est intéressant parce que du coup, là, tu donnes des arguments qui indiquent une vraie valeur créative de cette série, alors que moi, justement, le problème que j'ai avec cette série, et qui, je pense, a été vraiment sublimé par la saison 3, parce qu'il faut qu'on parle de cette saison 3. On va en parler. Il faut qu'on parle de cette saison 3, oui, non pas parce qu'on est une chaîne YouTube qui parle de cinéma ou de je sais pas quoi, toujours sous l'angle psychologique, mémétique, etc. Même si là on parle beaucoup d'écriture et de culture cinématographique, et c'est très bien. Le problème de la saison 3, que j'ai regardé avec plaisir sur le coup pour me distraire, hein, donc on est vraiment dans le divertissement pascalin, le problème de cette saison 3, c'est qu'elle va encore plus loin dans la mémétique. Elles essayent de se renouveler, c'est-à-dire que je caricature, dans la première saison, on avait beaucoup de références à Alien, j'ai aussi pensé un peu à Abyss notamment. Oui. Quand Joyce et Hopper vont explorer l'Upside Down, etc. Mais Alien, Abyss, on est un peu sur quelque chose qui a des points communs. L'étrangeté, l'autre, la claustrophobie aussi, dans l'espace ou dans l'eau, mais c'est les mêmes thèmes. Et en fait, sauf que t'as pas tout le sous-texte sexuel dans Abyss, hein. On est d'accord, hein, Alien reste très particulier par rapport à ça. Dans la saison 3, il y a des références à l'invasion des profanateurs, enfin qui est pas du tout, enfin Body Snatchers en anglais, donc rien à voir avec l'invasion des profanateurs, qui est là encore une métaphore du communisme et de la paranoïa, du macartisme, etc. Des références au film de mort-vivant de Romero. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as ce côté où là, les ficelles, c'est même plus de la citation, ça devient grotesque parce qu'on te met un espèce d'ersatz de Terminator, qui n'est même pas un Terminator, c'est qu'encore il aurait été cybernétique, on aurait trouvé ça peut-être supportable. On met un gros gars musclé qui est très dur à tuer, un vrai die-hard, et puis t'as un personnage qui dit « Haha, tu te bats contre Schwarzenegger », ce qui est légitime au niveau de l'époque où la saison se passe, puisque c'est 85, donc Schwarzenegger est déjà un peu connu. Qu'un personnage diégétiquement dise tu te bats contre Schwarzenegger, c'est légitime, hein, c'est comme quand les enfants disent ah ouais, c'est comme Lando dans Le Retour des Jedi, voilà, tout ça. Ok, ça, effectivement, c'est légitime sur le point de vue diégétique, mais quand tu combines la référence diégétique avec le côté hyper caricatural de ce bonhomme russe, alors peut-être que les deux frères avaient envie de faire de l'humour, peut-être qu'ils essayent d'aller du côté de la comédie, peut-être que pour eux c'est une manière de se renouveler, tu vois, mais ce qui est intéressant, c'est que je regardais leur filmographie, en fait, ils ont écrit 2 scénarios avant Stranger Things, mais Stranger Things, c'est leur première création, leur première vraie création. Et quand tu dis, il y avait une volonté de rendre hommage aux films avec lesquels ils ont grandi, parce qu'ils sont nés en 1984, bah, ça me fait penser au parcours de beaucoup d'artistes. Alors, je vais encore faire une analogie avec la musique. Quand tu commences, souvent, à écrire tes premiers morceaux, tes premières compositions. Je parle même pas des groupes qui font des reprises, hein. Moi aussi, j'ai commencé à faire des reprises de Nirvana avec mes groupes, il n'y a pas de souci. Quand tu commences tes premiers morceaux, forcément, tes influences sont très flagrantes. Tu les régurgites un peu, alors un peu en mode Frankenstein, donc tu combines des choses, etc. Mais t'as pas encore forcément trouvé ton style à toi. Et c'est normal, la création se fait d'abord par imitation, c'est comme ça qu'on apprend à peu près tout chez l'être humain, que ce soit en discipline artistique ou ailleurs, on apprend beaucoup par imitation, que ce soit le langage, que ce soit les gestes dans le sport. Donc l'imitation fait partie du processus de créativité, et après il faut casser cette imitation avec de l'innovation, du chaos, etc. Et en fait, moi, c'est ce que je reprocherais aujourd'hui à Stranger Things, mis en lumière par la saison 3, c'est ce défaut de fonctionner beaucoup par citation. Alors, effectivement, toi, tu expliques que même en fonctionnant par citation, ils ont réussi à faire quelque chose d'original.
ce qui est tout à fait possible, parce que, là encore, analogie musicale, on peut dire que chaque style musical est une recombinaison d'éléments préexistants. Les musiciens de jazz, par exemple, les instruments qu'ils ont pris, c'était les instruments qu'on leur faisait jouer pour les fanfares militaires. C'est un truc que les gens ne savent pas forcément, mais si tu as des cuivres dans le jazz, c'est parce que tu as des cuivres dans les fanfares militaires, et que les mecs faisaient leur service militaire, et ils étaient amenés à manipuler ces instruments. Ça n'explique pas pourquoi les mélodies du jazz n'ont rien à voir avec les fanfares militaires. Là, je parle du timbre des instruments, mais donc tu as toujours ce côté de recombinaison. Le truc, c'est que moi je soupçonne Stranger Things d'avoir rencontré le succès qui est le sien, parce que je crois que c'est la deuxième série la plus vue de Netflix après, je sais plus l'autre, c'est pas Orange is the New Black, mais c'est la deuxième ou troisième série la plus vue, je crois. Alors la troisième saison en elle-même est le plus gros succès de lancement de saison pour une série, hein, sur la troisième saison. Et sur Netflix. Le succès ne peut pas s'expliquer uniquement par la nostalgie, effectivement. Tu as des vraies qualités, tu l'as très bien expliqué, tu l'as très bien démontré. Mais je pense que si ça marchait à ce point-là, c'est aussi pour le côté nostalgique, parce que Stranger Things n'a pas inventé la nostalgie, et d'ailleurs tu as la saison 20 ou 21 de South Park qui se moquait de ça avec les Rememberies, ces espèces de fruits qui parlent et qui disent « Ah, souviens-toi, le Faucon Millennium, c'était trop bien », et qui se moquait aussi de ce côté recyclage qu'il y avait, par exemple, dans Star Wars, épisode 7, etc. Et en fait, on trouve ça avec le mouvement de la synthwave, même si, là encore, musicalement, on peut dire que la synthwave invente quelque chose, en recyclant les synthés des années 80 et 90, mais que c'est pas les synthés des années 80-90, que c'est autre chose, hein. On retrouve ce côté recombinaison. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on vit, en tout cas en Occident, à une époque où on n'arrive plus à inventer. Et j'ai découvert sur une chaîne qui s'appelle Coq Philosophie la notion de ontology. Alors je le dis en anglais parce que le H est aspiré, donc c'est plus simple, mais en français ça se dit anthologie, avec un H au début. C'est un néologisme inventé par Derrida, célèbre philosophe postmoderniste, qui disait en gros que on n'était jamais complètement dans le présent, on était toujours un peu en train d'anticiper le futur, en train de se souvenir du passé, et qu'en fait, il y a presque une métaphore, un parallèle en tout cas à faire avec la méditation en pleine conscience et la recherche de l'instant présent. On n'est jamais vraiment dans l'instant présent, et notre présent culturel, nos créations sont hantées finalement par des choses qui existaient avant, ou notre manière de fantasmer le futur. Et tu as un auteur par exemple comme Mark Fisher qui a dit à un moment « le futur a échoué », en parlant de cette notion de ontologie. Le futur a échoué parce que, déjà, à une époque, on faisait des plans, justement, dans les années 70, on imaginait qu'en 2000, il y aurait des voitures volantes, etc. Et ce n'est pas ce qui arrive. Et au bout d'un moment, notamment pour des raisons d'impératifs financiers, on n'arrive plus à innover, parce que innover, c'est prendre le risque de ne pas vendre ton produit culturel. Et aujourd'hui, le pinacle de ça, c'est le système des franchises, ou plutôt les tentatives de franchises qui viennent d'Hollywood. Je pense par exemple au remake, enfin, j'ose même pas appeler ça un remake, la version live-action états-unienne de Ghost in the Shell, qui laissait la porte ouverte à une éventuelle suite, parce que bah, si le film est bankable, si le film rapporte plein d'argent, on va pas se priver de faire une suite. Et c'est tout à fait logique d'un point de vue mercantile, hein. Il s'agit même pas de critiquer ça en tant que tel. Tu peux faire des suites de qualité, hein. Je vous renvoie à Alien et Aliens de James Cameron, c'est une très bonne suite. Le Parrain 2. Voilà, ou même le Parrain 3, je sais pas, je crois qu'il y a plein mal de gens qui l'aiment pas, mais j'ai... Non, mais ça reste un bon film, peut-être juste pas à la hauteur des deux autres, et voilà. Peut-être un peu moins bien, mais des suites de qualité, ça existe. Shrek 2, oui, j'ai calé Shrek dans une conversation concernant du cinéma, il n'y a pas de problème. T'avais fait un pari avec des amis, c'est ça? Je m'étais fait juste un pari avec moi-même. Voilà, y a pas... Alors pour Shrek, d'accord, il n'y a que Shrek 1 et Shrek 2, hein, les autres n'existent pas. Moi je citerai Ghost in the Shell 1 et 2. Hein, oui, tout à fait. Ghost in the Shell Innocence, c'est un film que j'aime beaucoup et que je préfère presque au premier. Non pas au niveau de la qualité, hein, je ne me permettrai pas de dire lequel est le mieux, je pense que le 1 est plus puissant parce qu'il introduit justement certaines thématiques, donc il y a aussi ce côté on défriche un territoire inconnu. Le deuxième épisode a moins ce côté défrichage et innovation, mais je prends plus de plaisir à regarder le 2 pour ces longues conversations philosophiques. Je trouve ça extrêmement apaisant, extrêmement nourrissant, parce que l'intelligence, ça court pas les rues, et quand tu peux regarder un film qui est intelligent,
et qui te fait réfléchir, c'est quand même quelque chose qui est rafraîchissant et qui te nourrit avec des vrais nutriments intellectuels. Donc les bonnes suites, ça existe, mais tu vois vraiment, et là encore, je vais citer Spiral Dynamics, enfin je vais parler avec les termes de Spiral Dynamics, on est à fond dans du métasystème orange, où l'industrie hollywoodienne veut aller au plus court, au plus efficace, et l'innovation présente trop de risques, vu les budgets qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire des blockbusters. Quand tu vois le budget des films Marvel, alors oui, les films Marvel sont très rentables, mais quand tu vois le budget, même si tu fais ça en dollars constants, tu compares ça avec le premier Alien, par exemple, c'est une plaisanterie, quoi. Donc en fait, il y a une impasse créative qui est liée aux impératifs de l'économie de marché, et du coup, on est dans cet échec du futur dont parle Mark Fisher, parce qu'on ne sait plus comment inventer le futur, en fait. Et tu penses que Stranger Things est une manifestation de cette hantology dont tu parlais, effectivement, cette impossibilité. Du moins que le succès de Stranger Things vient à cette impossibilité de penser le futur, quelque part. Exactement. Je pense que le succès, et là encore, je ne nie pas les qualités des frères Duffer, notamment en direction d'acteurs, parce que autant sur les mouvements de caméra, etc., je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui casse quatre pattes à un canard dans la série. C'est pas mal fait, mais pour moi, c'est juste... C'est de la télévision, quoi. C'est-à-dire ça fait le taf, et ça n'en fait pas plus, à part quelques plans qu'on peut trouver particulièrement bien composés, mais c'est pas mauvais, mais c'est juste normal, en fait. Par contre, dans la direction de l'acteur, la simple manière dont ils ont réussi à diriger les enfants, notamment, quand tu regardes, une des bonnes manières de savoir si les gens jouent bien, c'est de regarder celui qui n'est pas en train de parler. Donc quand tu as un personnage qui parle et ses deux copains à côté qui l'écoutent parler, regarde la tête que font ceux qui écoutent, et tu verras s'ils sont bien dirigés, s'ils jouent bien, s'ils font des choses réalistes à ce moment-là. Et il y a plein de moments où l'arrière-fond est extrêmement travaillé, où les gosses jouent vraiment bien le rôle de celui qui écoute, et donc tu vois qu'ils ont été bien dirigés. Et ça, c'est une vraie qualité aussi. Mais en gros, je pense que si le public a à ce point-là vibré et résonné avec Stranger Things, c'est parce qu'on vit dans cette époque, bien qu'il y ait pas du tout une menace comparable avec la menace nucléaire pendant la guerre froide. Je pense qu'on est, peut-être pour d'autres raisons, il y a d'autres inconnus, d'autres raisons d'avoir peur, à tort ou à raison, parce qu'on est beaucoup dans le biais de négativité quand on commence à réfléchir à l'avenir du monde et à la politique. Je pense que les gens sont un peu dans ce symptôme de la Madeleine de Proust. Les gens, tu le vois avec la culture de rétro gaming, tu le vois avec cette fétichisation des années 80. Y compris par des gens qui d'ailleurs n'ont pas grandi avec les années 80, parce qu'aujourd'hui tu as des gens qui sont nés en 95, qui adorent les années 80. Alors il n'y a pas de souci, tu peux être né en 80 et adorer Hitchcock, et ainsi de suite. Il y a plein de grands réalisateurs qui adoraient aussi des films qu'ils n'ont pas connus de leur vivant, etc. Enfin, qui ne sont pas connus pendant leur enfance, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça converge vers une incapacité à inventer le futur, et peut-être une solution de facilité. Et c'est moi le point que j'ai envie de mettre en lumière en tant que coach, en fait. C'est que moi, j'aime voir les gens évoluer. Et à titre individuel, c'est aussi un combat d'évoluer et de ne pas justement se limiter aux Madeleines de Proust. Je vous rassure, ça m'est arrivé certains hivers de passer des heures à jouer aux jeux vidéo quand j'étais salarié et que sur mon temps libre, j'avais juste envie de décompresser, comme disent les gens qui ont un travail qu'ils n'aiment pas. Voilà, décompresser, donc jouer à des jeux vidéo, y compris rétro gaming ou plus ou moins rétro, peu importe. Voilà, regarder des séries, pantoufler à la maison, se laisser porter, être passif, être un spectateur. Et parfois, on a besoin de ça. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de phases comme ça. Donc, je suis pas en train de te dire que ça ne doit jamais arriver, mais je suis en train de dire que quand la dose de pantouflage dépasse une certaine limite, il faut commencer à s'inquiéter, peut-être. Oui, tout à fait. Après, on a tous le droit de prendre du plaisir, hein. C'est pas la question. On peut même réussir à... Je renvoie là aux travaux de Mihaly Csikszentmihalyi, le parrain du flow, qui montrait que des gens réussissaient à atteindre justement l'état de flow ou de zone ou état de performance optimale dans des activités qui paraissaient triviales en fait, mais que ça permettait le développement de leur être. Pour lui, ça se fait en forme à la fois de dissonance et d'harmonie, c'est-à-dire qu'on gagne en dissonance parce que du coup il y a du chaos qui rentre, et en même temps on rentre en harmonie parce qu'on doit se développer nous pour réussir justement à intégrer ce chaos petit à petit. Je synthétise à l'extrême, hein, je renvoie vraiment ton auditoire juste au bouquin Flow. On mettra la référence dans la description de la vidéo, évidemment. Voilà, qui est, je crois qu'il a été traduit en français, mais je ne suis pas sûr, moi je lis directement en anglais. Mais voilà, pour les lecteurs anglophones, c'est passionnant.
Il y a plusieurs bouquins qu'on lui doit, et ce bouquin-là, Flow, je le recommande abondamment. Effectivement, on vit dans une époque, cinématographiquement parlant, dominée par cette volonté de ne pas innover. C'est une volonté pure et dure, hein, je pense, assez admise, parce que tous les financiers vivent dans la peur de la fin de cette grande bulle, en fait, qui a été lancée. Vraiment parce que quand on analyse un tout petit peu, là je vais devoir faire un argument d'autorité, mais j'avais plusieurs profs d'économie du cinéma dont les travaux tentent à montrer que ils fonctionnent tous à flux tendu, qu'il suffit que voilà, tu aies une mauvaise année de cinéma et tous ces gens perdent des quantités astronomiques, énormément de gens et beaucoup de, voilà, ça explique, entre autres, c'est l'un des facteurs d'explication d'une volonté de constamment engranger des bénéfices en minimisant les risques. Et à leurs yeux, minimiser les risques, c'est réutiliser ce qui a déjà fonctionné. Et c'est pour ça qu'on vit effectivement dans une époque à franchise encore plus qu'auparavant. Même s'il y avait déjà des franchises à partir de la fin du Nouvel Hollywood. Je veux dire, évidemment Star Wars, Indiana Jones, Alien. Alien, il y a eu plusieurs Aliens. Il y a eu Alien, Aliens, Alien versus, Alien 3, Alien versus Predator, etc., etc. Ça continue. Prometheus, voilà, qui continue. Ouais, mais voilà, là, ça a des ans pressants, Prometheus. Non, voilà, mais Alien vs Predator aussi est assez récent. Mais vrai. là, on est à un point où Disney est en train de refaire tous ces films classiques en live action. C'est ridicule. Ils sont en train de se poser la question. Non, c'est pas ils sont en train, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un remake de Maman, j'ai raté l'avion. C'est ridicule. Même l'acteur Anthony je vais pas réussir à prononcer son nom. Là, c'est pas McConaughey, ça c'est. Non, c'est Anthony McConaughey. Non, voilà, comment réussir à mélanger deux acteurs. L'acteur enfant de Maman, j'ai raté l'avion, lui-même se moque de cette décision pour dire à quel point c'est. McCulkin, oui, c'est tout à fait. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule d'avoir refait même des films qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, ils sont en train d'envisager des remakes. Je pense au film La Nuit au musée, qui est sorti il a tout cassé il y a quoi? Il y a 7 ans, je pense 7 ans, vous me corrigerez en commentaire, il n'y a pas de problème. Une dizaine d'années en tout cas, ouais. Une dizaine d'années maximum. Produit par, entre autres, Sean Levy, qui est le producteur principal de Stranger Things. Voilà, comme ça, bon, on continue de rester un tout petit peu lié au sujet d'origine. Ils sont en train d'envisager un remake. C'est ridicule. Le film n'a pas 10 ans. Voilà, on en est là. Les majors, voilà, effectivement, les grandes marques de l'industrie hollywoodienne, se partageant le gâteau de l'industrie audiovisuelle, voilà, sont dans une phase où effectivement ils veulent minimiser une prise de risque totale. Et regardez, le dernier risque artistique majeur qui a été pris, c'était Blade 2049 par 2009, qui est déjà la suite de Blade Runner 2049, pardon, qui est déjà une suite de Blade Runner, déjà. Et même toute l'ambition artistique de Villeneuve n'a pas rencontré un public escompté aux États-Unis. Il a fallu, heureusement qu'il y a le public international qui a permis un peu au film de rentrer un tout petit peu dans ses frais. Et encore, je suis pas sûr qu'il s'en sorte vivant. Mais alors, Denis Villeneuve, à qui on a confié Dune, hein, qui a fini d'être tourné d'ailleurs récemment, si je ne dis pas de bêtises. Mais on parlera de Dune sur cette chaîne. Voilà, c'est pour ça que je vous tease un tout petit peu, chers auditeurs. Enfin voilà, quelque part, même le public face à un gros blockbuster avec Harrison Ford quand même, avec Ryan Gosling, deux acteurs chouchous, voilà, dont généralement bankable. Tout à fait, bankable. Et ben voilà, il semblerait que dès lors que tu sortes un peu de recettes qui ont été établies, c'est la question de la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce que voilà, le public a été habitué à des merdes que maintenant s'il voit autre chose que de la merde, voilà, il tique, ou c'est parce que le public veut de la merde alors Hollywood leur en donne? Enfin, voilà. Alors, sur l'anthologie, voilà, là-dessus, je dois bien sûr tu reviens dessus. Sur Stranger Things, je pense que ce qui va distinguer la anthologie classique, enfin, le travers de l'anthologie par rapport à Stranger Things dans sa globalité, en général, c'est que, comme tu le dis, les Duffer font quand même un excellent travail. Dans le sens où, là, je parle d'artisanat, dont on parlait au tout début, ce côté analytique, être capable de bien structurer les choses, de bien digérer des acteurs. Techniquement, c'est impeccable. Il n'y a peut-être pas d'innovation ultra folle, mais il n'y a pas besoin d'être ultra innovant pour faire quelque chose d'émouvant, en fait.
Les Tout à choses fait. simples, choses simples peuvent complètement émouvoir. Moi, j'ai été ému, et moi, je continue de trouver du plaisir. Je continue de prendre quelques leçons d'écriture de ci, de là. Je dis, ah, ça, il l'implante à tel moment pour le faire payer de cette manière plus tard. Je dis, il y a vraiment, vraiment des choses très, très intéressantes à analyser d'un point de vue scénaristique sur le déroulé de l'intrigue. Des intrigues. Ouais. Et c'est un projet qui est fait, ça va paraître très cucul à praline, et c'est pas grave. C'est un projet qui est fait avec le cœur, avec énormément d'amour pour leur produit, parce que ils voulaient faire des choses bien. Tout le monde s'est cassé la tête, j'ai écouté, le producteur aussi a été interviewé, la directrice de casting Carmen Cuba a été interviewée là-dessus, les frères Duffer ont été interviewés. C'est un immense travail qui a été fait, juste pour la reconstitution historique la plus précise possible de 1983, 1984 et 1985. Les petits détails qu'on remarquera jamais, le fait d'avoir dû contacter ils ont fait appel à des fans, enfin, sur la saison 2 et la saison 3, ils ont dû faire appel à des collectionneurs, des fans collectionneurs, pour retrouver certains objets, juste des emballages de friandises, par exemple, qui sont authentiques, mais ils sont plus produits, donc il fallait les faire refaire, ou les commander à des gens qui les avaient. Les petits détails, en 1984, l'élection présidentielle aux États-Unis, on voit les pancartes, Reagan, Bush sur telle famille, et je ne sais plus qui, et Gore, enfin les républicains démocrates, on voit il y a tout un tas de détails comme ça qui sont présents à l'écran. C'est fait avec beaucoup d'amour, et le fait que tu aies des acteurs enfants qui soient ultra crédibles et qui soient très bien dirigés, c'est une preuve d'amour aussi. Il y a qu'à voir toutes les productions sur les chaînes Disney avec des enfants acteurs C'est clair. déjà avec Ça nous a pas donné Miley d'ambition, Cyrus. c'est ça, avec pas d'ambition ou peu d'ambition artistique derrière, parce qu'il y a quand même une ambition artistique, un minimum derrière Stranger Things, même plus Oui, qu'un minimum à mes yeux. surtout que leurs références sont des bonnes références. C'est-à-dire ça. que, après, moi, j'ai vu les Goonies une fois quand j'étais enfant. Tous mes potes me parlaient de ça à la cour de récré. Je l'ai vu, je me suis fait chier comme un rat mort. Mais avoir pour référence Alien, les films de Cameron, ou Voilà. même les films de Spielberg, dont je suis pas fan, mais c'est quand même, vaut mieux copier ça que copier Fast and Furious. Oui, exactement. Parce que bon, on peut ne pas aimer Spielberg pour aimer quelques raisons. Le gars s'est manié une caméra. C'est vraiment, il y a un sens de la mise en scène, un sens très discret de la mise en scène, mais qui est bel et bien présent. Les Duffer ont essayé de reproduire ça aussi. Il y a quelques plans qui sont entre guillemets copiés de plusieurs films, pas que des Spielberg, hein, d'ailleurs, mais la liste des films référencés est très très longue, donc je ne vais pas me lancer Il y a là-dedans. plein de listes sur internet de toute manière. Là-dessus, mais par exemple, ils se posent des questions. Ok, il y a telle scène, comment est-ce qu'on va filmer ça? En fait, ils disent, ah, mais attends, dans telle scène, il y a tel film qui l'a fait de telle manière, un tel film qui l'a fait de telle manière, on va voir que c'est quoi le plus simple par rapport à ce qu'on a. Et du coup, ça fait que oui, il y a un côté un peu copié, mais d'un autre côté, savoir reprendre et refaire des plans dans notre film, c'est un vrai talent aussi. Et deux, ça reste quand même pour faire quelque chose qui n'a pas été fait auparavant non plus. Enfin, dans le sens où c'est littéralement unique. Tautologiquement unique en fait. Tu changes un acteur, c'est plus du tout le même film. Bien sûr. Tu changes un détail, c'est plus le même film du tout non plus. Enfin, encore une fois, en strict sens littéral. Oui, et puis en fait, en recombinant autant d'éléments différents, ils arrivent à produire cette créature de Frankenstein qui est Stranger Things. Et ça, c'est pas péjoratif, hein, mais forcément en mélangeant Les Dents de la Mer, Alien, Poltergeist, les Goonies, même Indiana Jones ou que sais-je encore, évidemment que tu aboutis à un truc qui a des particularités. C'est ça, ils ont repris du Capra, ils ont repris du Hitchcock, et même on reparle de leurs références. Pour citer un article il me semble que c'est The Vulture, mais je suis plus complètement sûr, magazine parlant de séries cinéma entre autres. On peut reprocher aux Duffer de faire la copie Spielberg. On oublie que Spielberg il a beaucoup copié Hitchcock quand même sur pas mal de films, que Hitchcock a pas mal copié Buster Keaton et Chaplin. Voilà, on est sans arrêt dans le truc de référence. Kurosawa aussi, il s'est servi en référence sur des films de Chaplin entre autres. Et que le légendaire Travelling des Affranchis de Scorsese est une référence à Murnau. Oui, tout à fait, voilà. Au bout d'un moment, tu l'évoquais, on a les références qu'on a, on essaie de reproduire ces références, parce que reproduire de la qualité, finalement, c'est pas un défaut, c'est pas condamnable, essayer de faire de la qualité soi-même.
Bon, Ah, bien sûr, après il faut c'est essayer, une bien attention sûr, qu'ils doivent. essayer d'innover. Et je pense que l'un des gros pièges de la saison 3 de Stranger Things, c'est qu'ils ont essayé d'innover d'une certaine manière, et que ça leur a coupé l'herbe sous le pied dans d'autres, et que pour plein de raisons, il y a des choses qui sont mal gérées. Pourtant, j'ai pris un grand plaisir de spectateur aussi la première fois au visionnage de Stranger Things 3. Pas autant que d'habitude, mais quand même suffisamment pour me dire, ouais, bon, d'accord. Si jamais il y a un Stranger Things 4, très clairement, je serai là, je serai au rendez-vous. Alors là, il y a peut-être un phénomène d'ancrage, c'est-à-dire que même si la qualité est largement inférieure, comme tu es attaché au personnage, Mmh. tu vois, ça crée une aura positive à la série en général. Tout à fait. Mais c'est ça, moi je me suis attaché à ces personnages. Les séries comptent sur le fait aussi qu'on s'attache aux personnages au Bien bout d'un sûr. moment. Donc ça joue. Le côté Schwarzenegger, effectivement, pour moi, c'est trop évident quand tu en parles effectivement de cet acteur. C'est le piège, voilà, à force de référencer les références, ça devient plus subtil. Mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles il tente d'innover. C'est une des rares saisons, enfin c'est la seule saison à l'heure actuelle de Stranger Things où le personnage de Will Byers n'est pas en danger. Ouais. Ils essaient de casser un petit peu leur code Mm. d'habitude. Je dis pas qu'ils le font bien, parfois c'est très maladroit, mais voilà, ils essayent. Là en plus avec les acteurs qui grandissent, les personnages qui grandissent aussi. Oui, qu'est-ce qui est important? Voilà, la gestion des relations amoureuses pour de vrai, sans enfin confronter. L'évolution enfin, la relation Hopper-Joyce, je trouve qui est ce que les fans attendent depuis tellement longtemps et qui est enfin abordé de manière frontale. Et je trouve que c'est fait de manière très drôle en plus, en ce qui me concerne. Mm. Et en même temps assez réaliste aussi. C'est-à-dire que c'est les deux qui s'engueulent comme ça constamment pour pas avoir à se dire à tout. Ouais. Moi, je trouve ça, je trouve ça assez réaliste. Vis-à-vis de surtout que bon, il y a Joyce qui repart dans cette idée, il y a quelque chose de louche qui se trame. Et Hopper qui peut pas faire comme si il n'y avait pas eu des choses de louche à Hawkins auparavant, qui du coup doit y aller, et effectivement il y a de nouveaux confirmations, etc. Il y a des tas d'éléments qui, pris bout à bout, sont vraiment très bien dans cette saison 3. Et le problème c'est que pour une fois, la créature de Frankenstein, je trouve que ça fait pas un bon ensemble sur cette saison-là. Et peut-être qu'il manque une certaine forme de profondeur, ça peut être une bonne manière de conclure, parce que ça fait déjà un certain temps qu'on discute, sauf si bien sûr tu veux rajouter des choses après, hein. En fait, même s'ils ont essayé de mettre de la gravité, par exemple avec l'arc narratif de Billy dans la saison 3, qui fait acte de... Enfin, j'ai plus le mot, c'est un mot religieux, tu sais, le fait de racheter ses péchés, enfin, tu sais, il commence comme un bad boy, déjà dans la saison 2, c'est clairement un antagoniste, et dans la saison 3, il Là, il va... s'achète quoi. Enfin, Voilà, c'est la rédemption, la c'est le mot que je rédemption. cherchais. Donc, on a cet arc de rédemption qui peut donner de la profondeur, mais finalement, t'as pas les mêmes enjeux. Il y a un côté presque pulp, en fait, avec la base russe, tout est un peu guignolesque, alors que dans la première et même dans la deuxième saison, tu as ce sous-texte sur le trauma et sur la résilience, qui a été évoqué par plein de gens, hein. C'est pas du tout un truc qu'on a découvert voilà, dans notre super laboratoire. Tu as cette idée que le monde sombre de l'Upside Down, c'est une métaphore du traumatisme, et que, par exemple, quand Eleven doit retourner dedans pour détruire le Démogorgon, c'est là encore la métaphore de la résilience, la guérison personnelle, etc. Le fait de faire face comme ça avec les traumatismes, surtout que techniquement, Eleven, c'est vraiment une enfant qui a subi des traumatismes, puisqu'elle était séquestrée, soumise à des expériences. Et d'ailleurs, petite remarque sur les enfants battus et aussi sur les singes battus, parce que c'est pas un truc qui est propre à l'être humain. Il y a un chercheur dont j'ai oublié le nom qui s'est livré à des expériences sur des jeunes singes pour essayer de comprendre pourquoi parfois les enfants battus restent attachés aux personnes qui les battent. Et en fait, il a découvert, donc il a fait tout un processus expérimental avec des fausses mamans, et avec de l'eau, des jets d'eau froide qui étaient jetés sur les singes. Enfin, ça horrifiait beaucoup de gens à l'époque sur le thème des conditions de traitement des animaux d'expérimentation. Mais en gros, ce qu'il en est ressorti de façon très très ironique, c'est que les jeunes singes, et du coup les jeunes humains aussi, étaient câblés pour se cramponner d'autant plus aux objets parentaux et aux objets d'affection quand ça allait mal. Mais qu'ils n'étaient pas câblés pour comprendre que c'était l'adulte qui était la source des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, si on schématise,
Imagine une maman singe qui traverse la savane avec un petit singe pendu à elle. Si d'un seul coup il y a une tempête ou il y a un prédateur et que la mère se met à courir et que ça secoue, bah, évolutionnairement parlant, le jeune singe a d'autant plus intérêt à se cramponner 2 fois plus à sa maman pour pas être décroché pendant la course, pour pas mourir d'hypothermie à cause de la tempête, etc. Et donc en fait, on est câblé quand on est des très très jeunes êtres pour se cramponner aux sources de sécurité, même si la source de sécurité, entre guillemets, te tape à coups de tisonnier. Voilà, désolé pour l'exemple qui est peut-être un peu choquant, mais je connais des gens qui ont été battus à coups de tisonnier, donc voilà, je prends cet exemple parce que je sais qu'il existe. C'est une époque où on avait plus de cheminées en Île-de-France. Toujours est-il qu'il y a ce mécanisme qui existe, et quand on voit Eleven, le rapport qu'elle a avec le vilain Dr. Brenner, qui la manipule et qui en même temps est un objet parental puisqu'elle l'appelle papa, etc., c'est quelque chose qui est très réaliste sur le plan de la psychologie. C'est pas du tout quelque chose qui est de la pseudo-science de scénario audiovisuel, c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que vivent les enfants battus, les enfants maltraités, parce qu'en fait, ils vont, malgré la violence des parents, se cramponner à l'objet d'affection, enfin, affection est un grand mot, mais à l'objet de chaleur potentielle. Beaucoup de récits d'enfants battus, effectivement, tentent à confirmer ce que tu viens de dire. Ça me fait penser aussi que tu parles du docteur Brenner, effectivement. C'est ça qui est aussi très bien fait de la part de Ford, c'est que il est ambivalent. Certes, c'est un personnage qui est profondément maléfique, entre guillemets, hein. Ouais. Mais en même temps, on sent aussi qu'il aime bien Eleven aussi, comme beaucoup de parents en fait, qui battent leurs enfants. C'est quand même, je trouve qu'il y a quand même plusieurs micro-moments où on montre que oui, effectivement, il l'aime bien. Alors je suis d'accord avec toi dans le sens où on voit qu'il aime bien, mais j'ai l'impression que ce que la série nous dit, c'est qu'il l'aime bien parce que c'est une arme, parce que c'est une trouvaille technologique. En fait, il l'aime comme un scientifique aime sa voiture, la voiture qu'il a fabriquée dans son garage, quoi. Oui, mais je pense que c'est plus... en tout cas, moi, je l'interprète comme étant plus mixé, plus mitigé que ça. Un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus mitigé que ça. Sur... comme tu disais, c'est bien, en fait, je pense que l'un des problèmes de la saison 3 qui fait que la mayonnaise a beaucoup plus de mal à prendre que sur les 2 autres saisons, c'est effectivement que, pour une fois, les enjeux personnels, effectivement, ne sont pas pour les enfants. Pas avant l'épisode 2 ou 3, je ne me rappelle plus, il n'y a pas d'enjeu sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire que leur vie, en elle-même, elle n'est pas vraiment mise en danger. Tout de suite, il n'y a pas une menace qui affleure, contrairement à la saison 1 et à la saison 2. Et ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans l'émotion et dans l'attachement qu'on a au personnage. Un personnage qu'on a nous sommes câblés pour ça, hein, nous sommes câblés pour survivre. Et du coup, dès lors qu'il y a un danger mettant en jeu vraiment la survie, on est beaucoup plus là, on est beaucoup plus présent que si c'est des choses un peu plus diffuses ou un peu plus mystérieuses. Voilà. La saison 1 et la saison 2 nous mettent très clairement des antagonistes bien agissants et qui mettent directement en fait en danger les personnages qu'on voit, que ce soit Eleven, que ce soit les autres enfants, avec la disparition juste de Will Byers dans le premier. Le deuxième, tu parlais du trauma, bah oui, les mots PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, sont prononcés dans la saison 2 au tout début. Quand Will justement va à la centrale pour se faire examiner, et on lui dit voilà, il a très certainement un PTSD, on a vu ça avec les soldats revenant du Vietnam, c'est très nouveau, on ne vous cache pas que voilà, médicalement, scientifiquement, on est encore en train de découvrir des trucs, mais voilà, les mots sont prononcés, il y a effectivement quelque chose devant du trauma. Et ce trauma c'est une des choses moins présentes dans cette 3e saison. Et je pense que justement, dont je parlais au tout début, ce côté amitié, qui parle encore une fois à notre violet, à notre enfant intérieur, il est plus si présent non plus dans le début de la saison 3. Oui, puisqu'on voit la bande se disloquer, en fait. On voit la bande se disloquer, mais même au début, justement, en fait, là, c'est très étonnant, c'est parce que pour une fois, on n'a pas l'impression qu'ils ont passé quand même 1 an ensemble. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est-à-dire qu'on les cueille, on les cueille dans l'été, mais on voit plus trop ces instants de complicité, effectivement, qu'ils essayent de raviver, qui justement, à la fin, ils sont de nouveau tous unis. Ouais. Mais ils se séparent. Mais il y a séparation. La saison se termine sur le déménagement, des Byers, tout à fait. Mais ça aussi, ça peut être un très beau message. Au bout d'un moment, c'est vrai, en plus, ça se passe en été. Et l'une des leçons, c'est que l'été, ça se termine. Qu'à un moment aussi, il faut savoir passer à autre chose. Et que si tu... Et c'est quelque chose de bien quand même que fait Joyce pour moi. C'est-à-dire qu'elle quitte un endroit
qui véhicule trop de mauvais souvenirs, qui était source de vrais traumatismes. Je veux dire, son enfance s'est fait enlever. Pas une créature cannibale. Pas une créature cannibale. On a essayé de la faire passer pour complètement folle. Elle a eu un mari dont on a souvent entendu, semble-t-il, que c'était très mal passé auparavant. Voilà, un nouveau départ. Après autant d'événements explicitement stressants, c'est pas une mauvaise chose en soi. Tout à fait. Donc je pense que c'est même assez positif. Alors oui, ça se fait beaucoup de tristesse. Je comprendrais que la série s'arrête là. J'ai pas envie que la série s'arrête là. Même si la saison 3 pour moi est moins bien, je considère qu'elle est quand même suffisamment bien pour vouloir une saison 4. En fait, c'est aussi une des choses qui fait que selon moi la saison ne marche pas. Enfin, sa conclusion, parce que globalement la saison marche mal à cause de son ton qui oscille entre l'action fantastique, vaguement horrifique avec ces espèces de morts vivants et puis le côté, le sous-texte social aussi sur Nancy qui essaie de percer au journal et puis qui est victime de masculinité toxique partout. Ce qui n'est pas forcément paraliste par rapport à l'époque où ça se passe. Dans les années 80, c'est Reagan, c'est Schwarzenegger, donc on est effectivement sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les valeurs de mademoiselle.com. Mais par contre, vraiment la conclusion des arcs avec ce déménagement, qui est quelque chose de très intéressant, je trouve, est contredit. C'est un peu, on est presque dans un double langage, parce que la série te montre ça, on te montre Eleven qui lit la lettre de Hopper qui lui dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut continuer à avancer de l'avant, c'est magnifique, alors que tu as cette scène qui se passe en Sibérie, où on te dit, il y a un prisonnier américain, et tout le monde est en train de fantasmer sur le fait que c'est Hopper, et alors évidemment c'est peut-être un effet de manche, mais tu as l'impression que la série te dit, fais ce que je dis, pas ce que je fais, parce que je te dis qu'il faut aller de l'avant, mais on va faire revenir Hopper, surtout qu'il est mort dans des conditions qui sont un peu ridicules, enfin par rapport au charisme qu'avait le personnage, ce charisme de flic endeuillé, hyper bougon, mais quand même avec des valeurs et qui fait le taf. Voilà, c'était un peu... Avec un cœur si fondant, finalement. Voilà, c'est ça, c'est le dur au cœur tendre, le bougon irascible au cœur tendre, et finalement, la série dit, voilà, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est un problème, parce que c'est très bien de faire grandir, enfin c'est logique de faire grandir les protagonistes, surtout quand tu as des acteurs de cet âge-là, et ça ouvre des portes vers des thématiques peut-être même moins fantastiques. Alors je pense que par le format, ils seront contraints de rester dans le fantastique, mais ils pourraient très bien faire une version normale, entre guillemets, de la suite des événements, pour voir comment Nancy va évoluer dans la grande ville, comment les Byers vont vivre, etc. Ça pourrait devenir des choses purement psychologiques, mais le problème, c'est que c'est un peu dur à tenir quand tout ton contenu esthétique est nostalgique. Après, c'est vrai. En fait, c'est ça le truc avec la nostalgie, avec la France, c'est pour réussir à la dépasser, finalement, pour réussir à en faire quelque chose. De la même manière que nous, il faut qu'on réussisse à dépasser les fantasmes de l'enfance ou des références qu'on a réussi à avoir, finalement. Les modèles du passé, au bout d'un moment, il faut être capable de les dépasser soi-même, tout simplement. Ouais. Et je pense, une des choses qui a rendu compliqué cette saison 3, c'est que dans le terme de processus créatif, les deux frères ne savent pas s'ils vont avoir une saison 4 ou une saison 5. Ouais. Netflix, en fait, te dit juste, voilà, fais la prochaine saison, et ils peuvent te dire de t'arrêter à tout moment. Les deux frères, en fait, ils avaient prévu quelque chose sur 4-5 saisons dès la première saison, dès le départ, en fait. Du coup, je pense qu'ils ont voulu donner un côté conclusion au cas où ça ne se renouvelle pas, mais en même temps en laissant une porte suffisamment ouverte au cas où ça se renouvelle. Et je pense que cet entre-deux-là, en fait, a créé, mine de rien, les différents problèmes scénaristiques et donc d'évolution des personnages, et donc différentes... Même si, encore une fois, ils pris isolément des choses très intéressantes. Tu citais effectivement toute l'intrigue de Nancy. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le côté mort-vivant aussi, quand même, mine de rien, les scènes dans l'hôpital foutent quand même un peu les jetons un minimum, tu vois, c'est bien fait. Quand je suis l'évolution de cette bande de gamins, moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà, c'est juste l'ensemble. Et l'intrigue Hopper-Joyce avec les Russes, qui est effectivement très pulp et qui est à la fois très, très, très action et en même temps très drôle. Mais ça, il voulait aller vers plus d'humour, plus de légèreté aussi pour ne pas se... Voilà, il y a plein de bonnes attentions qui ne sont pas forcément très bien concrétisées, malheureusement. Mais je songeais là pour l'une des choses qui font que la saison 1 et la saison 2, qu'est-ce qui fait rend quand même Stranger Things une série quand même assez vraiment bien pour un spectateur, une série très loin d'être conne. Je pense à cette citation de Neil Gaiman, auteur
de livres, comics, réalisateur de films, quand même assez connu, Ouais. qui disait les contes ne sont pas là pour nous apprendre, je paraphrase à peu près, hein, Ouais. les contes ne sont pas là pour nous apprendre que les dragons existent, ils sont là pour nous apprendre que les dragons peuvent être vaincus. Et la saison 1 et la saison 2, pour moi, elles font magnifiquement ce travail. C'est vrai. La saison 3, elle le fait moins bien, mais elle le fait quand même. C'est-à-dire que même Eleven ayant perdu ses pouvoirs, même les enfants réussissent à s'unir et à battre un monstre, en fait. Et ça, c'est quand même assez cool aussi. Alors c'est intéressant parce que je rajouterai un truc. Alors, c'est peut-être très prétentieux de ma part de vouloir compléter une citation de Neil Gaiman, mais compte ou pas compte, grandir, c'est comprendre qu'il y a des dragons, comprendre que tu peux les battre, mais aussi comprendre que parfois c'est les méchants qui gagnent. Tu vois? Ouais. C'est un truc que j'ai pas mal appris ces dernières années. Alors, les gens qui sont obsédés par la politique, par exemple, pensent que les méchants gagnent, parce que le monde est dirigé par des vilains dictateurs, Poutine, j'ai oublié son nom, l'homme aux cheveux orange qui vit aux États-Unis, Donald Trump. Voilà, Macron, Sarkozy, peu importe votre époque, peu importe votre camp politique, hein, voilà, dès que vous êtes un peu à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, pour vous, le monde est dirigé par des méchants qu'il faudrait destituer. Mais si tu n'es pas dans ce truc politique-là, qui en plus postule par contre que les gentils gagneront à la fin, et c'est le problème de toutes les idéologies bleues, hein, que ce soit les gens qui veulent le retour du roi en France, ou les communistes, ou que sais-je, c'est les méchants dirigent le monde, mais un jour ils perdront. Alors qu'en fait, non. Dans la vraie vie, alors déjà, dans la vraie vie, méchant, gentil, c'est très manichéen, et les choses sont beaucoup plus subtiles que ça, mais si on veut faire l'économie de la subtilité là-dessus, et dire qu'il y a quand même des gens parfois qui, envers toi, sont mal intentionnés, bah parfois les méchants gagnent, parfois c'est toi qui gagnes, parfois c'est match nul, et il y a toutes ces occurrences différentes, toutes ces possibilités différentes que tu vas rencontrer, et des fois tu vas en chier, quoi. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que tu es impuissant et que tu ne peux pas parfois tuer les dragons. Exactement. Quelque chose à rajouter? Ah, je pourrais continuer à parler encore longuement, mais effectivement, je pense qu'il est temps que nous arrêtions là. Yes. Merci beaucoup, Asina. Et merci de m'avoir invité, Fred. Merci à vous d'être resté avec nous pendant toute la durée de ce podcast qui doit durer, je sais pas, 1 heure et demie à vue d'œil, tout simplement. Je vous retrouve très bientôt pour un format vidéo ou audio, je ne sais pas encore. J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt à cette conversation, que ce soit sur le plan de l'industrie cinématographique ou de la psychologie, de comment il y a des références au trauma, à la résilience, comment notre nostalgie peut être aussi un problème. Ça me fait penser à l'expression avoir des racines et des ailes aussi, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des racines, c'est très bien que tu aies cette Madeleine de Proust, il n'y a pas de contre-indication à aller regarder Stranger Things, à jouer à des vieux jeux vidéo, à écouter des musiciens que vous avez découverts à votre adolescence, mais le monde continue en permanence d'évoluer, c'est la fameuse course de la Reine Rouge, dont je vous ai déjà parlé en matière de darwinisme, et en fait, n'avoir que des racines et tourner que vers le passé, c'est quelque chose qui vous empêche d'explorer la vie et d'être vraiment vivant avec un V majuscule, parce que la vie, c'est le mouvement, c'est le chaos, c'est la transformation, et on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.